Bon, on commence les gars. C'est parti. Parti. Putain. On est à Dubaï, hein. On est à Dubaï. On est dans notre petit studio de podcast. Trop cool le studio. Franchement, Magnifique, ça fait, ouais. Très très bien. En plus, comme on a notre projet de studio de podcast, nous aussi, qu'on veut faire à Sofia, ça nous donne plein d'idées. Là, on voit toutes les caméras, le matos, les lumières. Ouais. C'est très très cool. Ouais, tout ce qu'il y a derrière pour réaliser le podcast, c'est assez fou quand même. Ouais. C'est comme super pratique. Il y a un mec qui fasse tout. Ouais, ça c'est pratique. Quand c'est déjà une fois sur deux, bon. Ça marche pas. Tu mets 2 heures pour l'installer. La dernière fois, on a fait un épisode où il s'est rendu compte qu'en fait, on voyait qu'à moitié. Le téléphone il est la tombé, tu personne. vois, parce qu'on n'avait pas des super trépieds. Le trépied, au fur et à mesure, il tombait, tu vois. Il glissait. Ouais. Donc cet épisode-là, on l'a pas sorti du coup. C'était un test. Voilà. Donc bon. Bon, en Trop tout cas, cool. ça fait plaisir de voir un vrai studio de podcast. Un En vrai plus, c'est studio. celui qu'on voit tout le temps sur YouTube. Ouais. Avec les youtubeurs qu'on suit. Donc ça fait quand même plaisir d'être ici dans le même lieu. De le faire. Ouais. Grave. En plus, je voyais ça bien plus grand en fait. Pas du tout. La salle, elle doit faire 30 mètres carrés, quoi. Je sais même pas si ça fait 30 mètres carrés. Ouais. Donc, on vous fera un petit making-of, comme ça, vous pouvez voir pour ceux que ça intéresse. Ouais, parce que là, on est à Dubaï et du coup, on fait un vlog. On a acheté du coup une petite caméra pour vlogger. Donc, ouais, on a pris plein de vidéos sur les backstage. Donc, ça va être cool à la sortir sur notre chaîne. Grave. Bon, et vous avez vu que bon, il n'y a pas Charlie, mais on a un invité aujourd'hui, Alban. On est très Bienvenue, content de t'avoir sur notre podcast. Franchement, grave cool. Merci. Est-ce que tu veux te présenter quand même un petit peu? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Alban, donc je vis en Asie depuis une dizaine d'années maintenant, à Hong Kong. Et du coup, on travaille ensemble la même matière, hein, la TVA notamment. Il y a pas mal d'autres sujets, mais bon, ça fait 8 ans que je travaille à cette matière-là. Voilà, papa de 2 enfants, ça se passe plutôt bien. On dort pas trop, mais c'est cool. c'est très bien. Et du coup, parce que je suis en Asie, j'essaie de rentrer un peu aussi en Europe de temps en temps. Donc c'est bien, c'est une bonne excuse d'être ici à Dubaï, de pouvoir voyager comme ça. Toutes les excuses pour voyager sont bonnes de toute façon, mais c'est une bonne excuse pour rentrer un peu en Europe. Ouais. Donc, Ouais, encore plus depuis le Covid. C'est vrai que maintenant, depuis le Covid, dès qu'on peut voyager, on profite pour le faire, quoi. Absolument. Ah, donc toi, tu as vécu le Covid en Chine alors? Ouais, alors nous on était donc à Hong Kong absolument. Alors c'était peut-être l'un des meilleurs pays pour vivre le début du Covid. C'était assez terrible cette période, mais nous on avait encore cette possibilité d'aller à la plage, à la montagne, faire du sport. Donc on n'était pas trop restreint à part le port du masque. Mais c'est vrai que bon, très vite c'est devenu très compliqué, les restaurants, puis les lockdowns dans plein de pays, en France notamment. Ça a eu un impact aussi sur nous. Un peu avec la politique, avec la Chine, c'était un peu compliqué. Donc, la fin du Covid, nous, ça a duré très très longtemps parce que ça s'est fini en mars de l'année passée. Donc, quand vous, en France, vous ne l'aviez plus depuis quasiment un an, en fait. Ouais, ça, nous, ça a duré quoi? Un an? Ouais, un an, ouais. Une Ouais, grosse jusqu'à année, l'été alors que ça a 2021, duré 3 ans, après, quoi. ouais. Et t'as pas été. Parce que j'ai vu des fois, ils faisaient des murs derrière les portes. Ah, ça, c'était vraiment en Chine. Ça, c'était vraiment en Chine. Mais je ne vais pas en parler parce que j'aime bien. Mais je rigole. Mais pour le coup, à Hong Kong, nous, il y avait ce concept de quarantaine. Donc, lorsque tu voyageais, en fonction des périodes, ils augmentaient ou réduisaient la quarantaine. Mais tu devais aller dans des hôtels que tu devais payer de ta poche pendant 1 semaine, 3 semaines, en fonction de la période à laquelle il fallait faire la quarantaine. Et donc là, c'était assez dur parce que quand tu es tout seul, ok, tu es en vacances, mais quand tu es avec toute ta famille, c'est vite compliqué. Et ceux qui doivent voyager pour le business, mais en fait, à chaque fois qu'ils rentraient à Hong Kong, ils se faisaient des quarantaines. Et si tu avais le Covid, bon, il y a différents cas de figure, hein, mais si tu avais le Covid, l'une des options, c'était option que tu choisis pas, c'était de te mettre dans un sorte de camp, quoi, en fait, où donc ils ont réhabilité des conteneurs, ils ont construit. Ils ont mis plein de conteneurs les uns sur les autres et ils mettaient les personnes là-dedans durant une autre phase de la quarantaine. Donc si tu avais fait tes 3 semaines de quarantaine et que tu l'attrapais à la fin ou que ça se déclare un peu plus tard, enfin bon, 3 semaines ça n'existe pas, mais du coup là tu pouvais faire double effet peine, Kiss Cool et ouais, non, c'est assez compliqué. Ouais, ça motivait pas à sortir de Hong Kong, quoi. Non, donc plus trop de voyages, on était un peu dans une cage dorée, quoi. Donc voilà. Bon, c'est fini, c'est derrière. On a appris à vivre avec. Et puis c'est bien maintenant. Voilà. À chaque fois qu'on voyage, à chaque fois qu'on a une excuse pour voyager, on l'apprécie encore plus, en fait. Donc ouais, c'est pas mal. Ouais. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu pourquoi on est à Dubaï? Alors, on est arrivé à Dubaï hier soir et on est parti pour faire un team building. En gros, on a été récupérer un petit peu tous les partenaires Eurofiscalis un peu partout en Europe.
Et on s'est retrouvés à Dubaï. Donc vous faites ça généralement une fois par an? Ouais, une fois par an, on se retrouve tous ensemble. On fait un séminaire, quoi. Mm. Et c'est vrai qu'on souvent on fait l'Europe parce que bon, c'est moins cher, c'est mieux pour l'écologie et en plus C'est plus près, quoi. c'est plus près. Et là, il y a notre responsable d'agence en Belgique qui était chaud pour partir à Dubaï. Il nous a dit cette année on fait Dubaï et donc il nous a tous chauffé. Partir au soleil. Allez, carrément. Donc c'est pour ça. Donc on fait une semaine à Dubaï et Alban, comme il est sur Hong Kong et que c'est à mi-chemin, du coup c'était super pratique. Ça avait du sens. Hein. Ouais. Donc, puis ça nous permet de se voir, non, donc franchement c'est cool, quoi. Ouais, c'est vrai que on a l'habitude de travailler soit depuis la maison ou travailler à distance avec des agences qui sont à l'étranger, mais ouais, c'est vrai que ça remplace pas de se voir vraiment, de passer des moments un peu plus qualitatifs, juste d'échanger de vive voix, de voir la réaction vraiment sur les visages des gens, c'est un prix qui tu te rends compte que les business trips malgré tout c'était important en fait, mais même avec les clients d'ailleurs, parce qu'au début tout le monde pensait que bon en fait finalement on arrive à faire du Zoom toute la journée, mais en fait quand tu vas voir les clients, tu signes beaucoup plus, tu crées un lien tout à fait différent, et tu te rends compte que la relation n'est pas du tout la même entre tout digitalisé ou alors être en présentiel en fait, donc c'est important. Ouais, mais c'est vrai que l'impact de voir la personne est quand même plus importante. Tu crées une relation de confiance peut-être un peu plus forte parce que bon, tu l'as vu réellement, tu as pu vraiment lui parler. Donc c'est sûr que on s'en rend compte que comme nous on est vraiment à distance, c'est vrai que quand on se voit, il y a quand même un impact beaucoup plus fort à ce moment-là, quoi. Ouais, non, c'est clair. Ouais. On a par exemple notre client Ping là, qu'on connaît bien, donc c'est un gros client à nous, qui font des équipementiers de golf, du club de golf. Et donc moi j'étais le voir en Angleterre, j'étais à l'usine et tout pour voir un peu comment ça se passait et tout. J'ai rencontré du coup le mec qui s'occupe de ça. Et après il est venu en France, on a été au Grand Prix de Monaco, on a passé le week-end avec lui, on a joué au golf avec lui. Moi j'étais voir ça, il m'a invité chez lui, j'ai vu voir sa fille, sa femme et tout. Donc c'est sûr ça crée un truc. Absolument. Ouais. T'as pas du tout la même relation avec lui après. Là, c'est la clair, confiance s'installe. Il va plus se livrer. Voilà, il y a une vraie relation humaine qui se crée. Donc ça, c'est vraiment. Tu t'apprécies. Absolument. En plus, j'avais parlé de ça avec un pote à moi qui est très bon commercial et il me disait que c'était vraiment hyper important de faire ça parce que concrètement, même si c'est ton client, il va quand même aller se faire démarcher. Tu vois, un jour, il va se faire démarcher. Donc, si tu n'as pas créé cette relation avec lui, c'est possible qu'à un moment donné, il va écouter le discours du concurrent, quoi. Et donc, c'est possible qu'un jour, il parte. Alors que si tu es vraiment ce côté où tu as dépassé ce côté un peu professionnel, où tu rentres plus, alors peut-être pas ami, mais voilà, où tu connais vraiment bien et tout, il va même pas écouter le discours en fait du commercial qui va laisser le démarcher, quoi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'aller pouvoir rencontrer les clients, déjeuner avec eux, se voir, faire des activités ensemble, parce que justement au moins tu sais que si demain il se fait démarcher, de toute façon il ira pas. Bon, après il faut que le service quand même il soit très bon. Oui, bien sûr. Mais c'est marrant parce qu'en Chine, tu as le guanxi, c'est cet aspect-là qui veut dire qu'en fait, tu dois d'abord créer du relationnel avant de faire quoi que ce soit d'autre, en fait. Même du business, mais quoi que ce soit d'autre. Il y a vraiment ce besoin de créer un lien. C'est pour ça que des fois, il y a des interactions qui nous paraissent un peu hallucinantes, des questions carrément personnelles dès la première approche, pour en fait essayer de briser cette glace-là, pour essayer de créer ce lien-là. Et une fois que le lien il est installé, là, on peut y aller, on peut faire quelque chose ensemble. Et même si on ne sera jamais les meilleurs amis du monde parce qu'on a deux cultures différentes ou il peut y avoir des problématiques qui nous dépassent un peu, en fait, c'est vraiment important de créer ça. Et nous, on n'a peut-être pas la même approche en Europe parce que dans cette logique-là, tu veux créer du relation parce que tu en as besoin pour la suite. Nous, les Latins, on aime bien juste créer du lien. Il se passe rien. Voilà. Et puis, s'il y a des affinités, comme tu disais, on va continuer, on va apprécier. Voilà. Et la beauté de la chose, c'est que moi, j'ai des clients qui sont devenus des amis que j'apprécie. Enfin, il y a des clients plus ou moins proches, forcément, mais il y en a que j'apprécie vraiment, quoi. Et puis, pareil, j'ai rencontré des enfants de mes clients et je me dis, je suis vraiment content qu'ils m'aient laissé pénétrer ce cercle-là parce que ça veut dire qu'après toute l'énergie que j'ai passée avec eux, je les apprécie, donc ils m'ont autorisé aussi à rentrer dans leur cercle. Donc, ça fait partie c'est la beauté du métier, de notre métier aussi, de rencontrer des gens tout le temps. Ouais, quoi, carrément. Et ça crée une confiance, ça crée quelque chose. Non, c'est clair, ouais. Moi, j'avais fait le podcast avec Patrice, c'est notre client de UM Solar. Ouais. On avait été le voir à Majorque. Non, à Marbella. À Marbella, voilà. Et j'avais fait un épisode avec lui. Donc lui, il travaille aussi avec avec deux conglomérats chinois. Donc il travaille exclusivement avec des Chinois. Et il me disait qu'il avait trouvé aussi la culture intéressante où là-bas, tu avais une réunion de travail pour parler business, etc. Mais en fait, il se passait rien pendant la réunion.
Et en fait, tout se passait en fait le soir quand tu allais manger avec eux et boire avec eux. Et c'était là en fait que tu parlais vraiment business. Clairement. Et alors qu'en Europe, c'était plus l'inverse. C'était genre, tu faisais la réunion de travail, tu te mettais d'accord, tu signais les contrats et après, si ça s'est bien passé, tu manges avec eux. Voilà, ça. Tu allais fêter ça après l'heure d'un repas. Alors que c'est complètement l'inverse en Chine, quoi. C'est très vrai. Enfin, j'ai fait pas mal de lunch ou dîner, peu importe. Alors, en fonction des Japon, la Chine, c'est différent, mais il y a des similitudes quand même. Mais effectivement, ce côté-là où tu te lâches beaucoup plus, tu es censé te lâcher beaucoup plus, surtout s'il y a de l'alcool, surtout tu es censé te lâcher beaucoup plus, et là tu crées quelque chose qui est censé être au-delà de toi en fait. Donc bon, après ça prend beaucoup de ta personne pour faire ça systématiquement avec tous tes clients tout le temps. Donc, faut le faire avec les bons clients, quoi, c'est sûr. Puis avec les clients en train de créer un feeling, quelque chose, tu vois. C'est le client relou, t'as pas envie d'aller manger tous les billets avec lui non plus, quoi. Et qu'est-ce que tu fais avec les clients relous alors? Tu les laisses à un autre commercial. Non, les clients relous, nous, on les dégage. Alors, on fait beaucoup le 20-80. Donc chaque année, je demande à tout le monde avec qui on bosse de faire la liste un peu des clients, des clients chiants, quoi. Franchement, des fois, il y a des clients, vraiment, c'est pénible de travailler avec eux. Franchement, c'est pénible. Et lui, je pense qu'il n'apprécie pas de travailler avec nous. Et si nous, on n'apprécie pas, non, ça sert à rien. Tu vois, les clients, on en a, c'est facile, facile à en trouver. On peut en trouver. Par contre, un collaborateur, c'est pas évident d'en trouver un, surtout s'il est formé. Donc, je préfère que le collaborateur il soit content et qu'on dégage le client qui est relou que l'inverse, quoi. Ouais, c'est très très vrai. Puis sans parler de l'énergie que tu passes, parce que souvent si le client si on trouve qu'il est chiant ou qu'il y a un sujet plus profond en fait, soit il fait pas bien ses devoirs, ou soit il ne donne pas les documents en temps et en heure, soit il y a toujours un problème, il y a toujours quelque chose qui bloque un peu la relation. Effectivement, si ça se débloque pas, bon, il y a peut-être aussi un truc à creuser, le problème. Non, mais souvent, franchement, tu es de bonne volonté, tu dis, bon, allez, ça va pas, allez, on fait un point sur votre dossier, on essaie de comprendre, on vous explique mieux, on essaie de nous aussi s'adapter, on essaie de comprendre, tout ça. Et des fois, tu en as au bout de 1 an, 2 ans, ça marche toujours pas. Tu dis, bon, bah, ok, ça sert à rien de se prendre. On n'est pas fait pour travailler ensemble, donc trouver quelqu'un d'autre, c'est pas très grave, quoi. Nous, d'ailleurs, c'est pour ça on a fait les contrats sans engagement. Ça, les clients, ils n'ont pas compris, c'est que c'est sans engagement des deux côtés. Et donc, souvent, ils sont surpris quand on les dégage, tu vois. On envoie un courrier, on dit, voilà, on arrête de travailler, on vous recommande d'autres confrères, tu vois. Et souvent, ils sont hyper surpris en disant, non, mais vous n'avez pas le droit de. Bah, si, en fait, sur le contrat, c'est sans engagement des deux côtés. Donc, tu peux m'envoyer un recommandé pour arrêter dans un mois. Bah, moi, c'est pareil, quoi. Donc, absolument. Et du coup, ça met la relation à équilibre, en final. Exactement, ouais. Et c'est cool, mais c'est quand même une chance, ça il faut qu'on en soit conscient, de pouvoir choisir avec qui on veut travailler. Aussi bien les personnes avec lesquelles on s'entoure, c'est de notre responsabilité, mais les clients, tout le monde n'a pas ce luxe de pouvoir choisir les clients avec lesquels on travaille, quoi. Donc ça, on peut le faire, c'est parce qu'on est dans une niche. Comme on est dans une niche, du coup, il y a moins de concurrents. Il y a quand même le marché, il est quand même intéressant. Et si tu fais bien ton boulot, que tu fais les choses un peu correctement, tu as quand même une mini réputation. Et donc, forcément, tu as des clients qui viennent à toi. Et donc, ça, on l'a créé au fur et à mesure des années. Et donc, effectivement, on a ce luxe-là, mais en fait, on se l'est créé, quoi. Absolument. Oui, c'est pas tombé tout droit, mais et oui, il y a plein de business où tu n'as pas le luxe de faire ça, quoi. Quand tu es toujours dans le développement pour quasiment de la survie, là, c'est vite compliqué. Mais d'être dans ces positions, c'est très confortable, et je pense que c'est un cercle vertueux, parce que du coup, tu fais que ce que tu aimes, du coup, ça se ressent, les clients sont contents, et puis moins de clients, bah, tu donnes un meilleur service, parce que nous, on est toujours on recherche toujours qu'est-ce qu'on peut donner de plus aux clients, le dashboard utile ou le retour qui pourrait lui permettre d'optimiser, et en fait, ça, tu peux le faire que si tu as le temps de le faire, en fait. Si tu as effectivement je sais pas, tes autres 20-80, une partie des 20-80 qui te polluent ton temps, bah, tu le passes juste à les gérer au final. Donc, pas la bonne option. Non, c'est clair. Et toi, du coup, tu as quoi un peu comme business que tu peux nous raconter ce que tu fais à Hong Kong? Du coup, alors quand je suis arrivé à Hong Kong, donc très vite, au début, je développais un cabinet de communication. Et très vite, j'ai travaillé dans la taxe à l'international, comment aider les clients à se développer à l'international, avec un très gros focus sur la TVA, pas que, mais un très gros focus sur la TVA. Donc boîte française qui est implantée à Hong Kong, forcément on est une passerelle assez intéressante entre le reste du monde et la Chine, mais principalement l'Europe, avec toute la francophonie, parce que
parce qu'on est français. Donc, du coup, ici, moi, je suis toujours dans cet écosystème. Comment est-ce que j'aide les clients à se développer dans des pays dans lesquels ils ne sont pas présents? Ça peut être à travers des numéros de TVA. Donc, une société qui est implantée dans un pays, peu importe où, elle veut travailler dans un autre pays. Si on est capable de le gérer, ben, je vais pouvoir intervenir. Là, on lui ouvre un numéro de TVA, ça peut être une société. Donc, toute cette partie-là, un peu taxe, que l'on gère avec Eurofiscalis. À côté de ça, il y a toute une branche où on va plutôt aider les clients à s'implanter en propre. Donc ici, ils ont besoin, pas forcément juste d'un numéro de taxe pour faire des importations et des exportations, mais de physiquement avoir leur société sur place, d'avoir un établissement stable, du coup, pour plein de raisons, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est une volonté, parce qu'il peut avoir un business international, donc pourquoi pas le faire, donc voilà, pour plein de raisons. Et du coup, on les accompagne aussi dans cette logique-là. Et à partir du moment où on a une société, vous le savez, il y a toute la partie Compta, annexe. Voilà, donc toute la paperasse. exactement. Donc, mais ce qui est pas forcément, qui peut être très lourd, très pénible en fonction des juridictions, mais ça peut aussi être relativement. Ça fait partie du business, ça fait partie des optimisations du business qu'on peut faire si on le fait correctement, si on est bien entouré. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Et donc, effectivement, il y a depuis, lorsqu'on pense au service, au département d'une société, ben en fait, tout ce scope-là, on essaie d'accompagner nos clients sur l'ensemble de ces services-là. Alors, il y a des choses qu'on ne fait pas nous-mêmes, parce qu'on peut pas tout faire. Lorsqu'on ouvre un numéro de TVA, pour nos clients qui importent des produits, par exemple, de Chine à Paris, nous, on fait la taxe. On ne fait pas le transport, on ne fait pas l'entreposage de la marchandise, on ne fait pas le dédouanement. Donc, notre métier, c'est la taxe. Mais par contre, on a des partenaires qui vont arriver à déplacer le produit physiquement. On a des partenaires qui vont pouvoir faire des taxes sur l'alcool. Donc voilà, ça c'est tout. On travaille avec plein de partenaires qui ont leur spécificité. Donc voilà, donc nous il y a toute la partie taxe et puis la partie développement de la société, depuis une création de la boîte, la compta, l'audit, les actes notariés, les trademarks, enfin voilà, tous ces trucs, tous ces services aux sociétés. À partir du moment où un entrepreneur se dit j'ai besoin de faire, voilà, mais certainement on va pouvoir l'accompagner. Si ça rentre dans le cadre d'une activité commerciale, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire. Donc voilà. Ouais. Et après, Allemand, il nous a aussi accompagnés sur le projet Amazon. On peut en parler, c'est vrai qu'on en avait parlé sur le premier épisode. D'ailleurs, le premier épisode, il a fait 130 vues, donc c'était pas ouf, mais c'était quand même pas mal parce que c'était le premier. Et le deuxième, il a fait 1000 vues. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes qui ont regardé le deuxième épisode, qui n'ont pas regardé le premier. Et donc on peut reparler du projet Amazon pour donner un peu des nouvelles. Ouais, pour remettre en contexte, on a créé on a un cabinet fiscal spécialisé sur les e-commerçants et vendeurs Amazon. Et donc on s'est dit, tiens, on va aussi créer notre boutique Amazon pour essayer d'être encore plus spécialisé dans le domaine, pour comprendre vraiment le quotidien de nos clients, etc. Donc on a eu ce projet-là. Et du coup, on est en train de créer un produit, notre propre produit. Donc c'est un collecteur d'eau de pluie. On l'a fait développer par un bureau d'études. Donc on a réussi à avoir le rapport final. Et donc du coup, on a demandé à Alban de nous aider pour trouver du coup l'usine afin de développer les moules et notre produit, de pouvoir créer notre produit. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, c'est confectionner le produit, ça reste assez simple. Une fois que tu as trouvé le produit, quoi. Parce que c'était assez long quand même pour Jay de trouver le bon produit, parce qu'il y a plein de critères à respecter pour savoir si c'est un produit gagnant ou pas. Après, bon, tu ne le sais jamais, mais bon, si tu respectes quand même plusieurs critères, tu arrives quand même à te dire, bon, je suis quand même sur la bonne piste. Et après, quand tu as trouvé ce produit-là, soit tu arrives à trouver une usine en Chine qui sait le faire. Mais là, nous, comme c'était un produit qui était protégé par un brevet, du coup, il fallait qu'on fasse notre propre produit. Et donc là, on est sur la partie où maintenant il faut trouver une usine qui effectivement puisse fabriquer les moules et fabriquer du coup le produit pour qu'on puisse après le faire venir en Europe et du coup commencer à vendre sur Amazon. Donc là, on est un peu à cette étape-là. Et donc c'est Alban qui nous aide, comme il est pas en Chine mais en Hong Kong, donc il est quand même pas très loin. Donc c'est quand même plus facile d'avoir quelqu'un sur place qui puisse trouver les usines, aller voir s'ils sont bien ou pas. Absolument, ouais, mais du coup, c'est typiquement donc la suite logique. Tout à l'heure, j'ai tous les services que les sociétés ont besoin, mais elles ne savent pas comment faire. Donc ça, c'était un des services pour le coup. Et ça, c'est aussi donc c'est un très bon point. Vous êtes en France, comment est-ce que vous arrivez soit à pénétrer un marché ou soit à avoir de la data d'un marché dans lequel vous n'êtes pas présent. Donc ouais, là, effectivement, on a un peu activer le réseau pour travailler avec soit des clients, parce que nous on a plein de clients qui travaillent dans plein d'industries différentes. Tu parlais du golf tout à l'heure, mais bon, on a des cabinets de sourcing, on a des cabinets d'études, on a des gens en formation. Donc voilà, il suffit juste d'activer un peu le réseau. Donc ça, c'est assez facile.
Et une fois que après 10 ans en Chine, on sait un peu comment ça fonctionne, les achats, qu'est-ce que veut dire bien acheter, mais comment est-ce que tu achètes bien. Il y a le bon prix, il y a la bonne façon, les certifications, il y a pas mal de choses. On voit aussi tous les points de blocage qu'il peut y avoir lorsque tu achètes un produit et tu essaies de le déplacer. Donc en fait, rien que le faire sortir du territoire, il y a des pays plus compliqués que d'autres. La Chine peut-être est un peu plus spéciale, mais comment tu le fais sortir du pays, comment tu l'importes en Europe. Donc il faut s'assurer que tout soit nickel de tous les côtés. Et avant même cette partie de transport, effectivement, il y a toute la conception. Donc vous êtes passé par un bureau d'études en France. Donc là, c'est ultra facile. Tu as ton plan CAD, enfin, tu as un plan avec un design industriel, en tout cas, un dessin industriel. Et du coup, là, tu as juste à trouver la bonne usine qui pourra t'accompagner dessus. Et Après, c'est vrai qu'on aurait pu le faire en Chine parce que tu me l'avais proposé aussi. Mais c'est vrai que comme c'est la première fois qu'on le faisait, qu'on ne connaît pas du tout, c'est pas en plus notre activité principale. Nous, notre but, c'est vraiment de développer le cabinet comptable. On fait ça en side business pour comprendre un peu le mécanisme, comprendre nos clients, mais on ne voulait pas vraiment se plonger à fond dedans et se dire, OK, on va essayer effectivement d'aller trouver les prix plus avantageux avec des bureaux d'études en Chine, etc. On s'est dit, non, on va plutôt faire simple. On va se trouver un bureau d'études en France. Surtout que ça a du sens parce que si le marché, ça va être la France, donc ils vont aussi avoir l'habitude de certaines normes, ils vont aussi avoir l'habitude, c'est facile. Il y a le français aussi, ça va aussi faciliter beaucoup la communication. Et du coup, voilà, le fait que nous, en plus, on est en Asie, on est français, donc pour faire le pont, c'est ultra simple. Et puis après, pour tout ce qui est développement, voilà, sur place, là, il faut avoir les bonnes personnes, il faut avoir les bonnes personnes qui vont travailler aussi sur toute la partie qualité, enfin, contrôle qualité, suivi de la production. Il va y avoir la problématique du packaging aussi. Et là, enfin. Ça va partir dans tous les sens, j'imagine, mais les normes, quelle information vous mettez dessus, le design, il va y avoir pas mal de trucs qu'il va falloir que vous allez travailler de votre côté. Et puis après, on aura différents allers-retours des différentes parties. Mais ouais. Même sur la consolidation, si on a peut-être plusieurs usines à droite à gauche, pouvoir regrouper après tous les produits au même endroit pour pouvoir après les envoyer d'un coup. Sûr que c'est mieux d'avoir un partenaire sur place qui connaît un petit peu les ficelles et qui connaissent un peu les gens. Donc c'est sûr que pour nous, c'est quand même bien plus simple. Et ce qui est assez marrant, c'est que intéressant, vous choisissez le mot que vous voulez. En fait, moi, je rencontre beaucoup de clients qui souhaitent travailler, pousser leurs produits d'un pays à un autre. Donc souvent, c'est des sociétés de trading. Et beaucoup de clients me disent, mais en fait, les personnes en France ne comprennent pas la valeur ajoutée que ces personnes ont, alors qu'elles ont une valeur ajoutée de malade mental. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens pensent qu'il suffit d'aller sur un Taobao et prendre un produit, on l'achète et on l'importe. Voilà, j'ai fait tout le travail. Mais en fait, alors bien sûr, c'est possible. Ça sera très sans doute mal fait, mais c'est possible. Mais en fait, toute cette chaîne de valeur qui est entre j'ai une idée et je veux shipper, je veux envoyer mon produit qui est fini, en fait, elle est cruciale. Parce que si ça, c'est mal fait, tes ventes seront mal faites par la suite. Mais surtout, en fait, il y a plein de petites briques que tu dois maîtriser ou que tu dois passer avec des acteurs qui maîtrisent. Et mes clients qui sont dans l'industrie ont, eux, du mal à vendre ça à leurs propres clients. Parce qu'en fait, c'est pas bien valorisé. Mais en fait, une fois qu'on doit mettre les dents dedans, et tous nos clients, ceux qui créent, je sais pas, des habits, qui créent des produits, enfin, peu importe ceux qui ont à effectivement créer quelque chose, un produit physique, ils se rendent compte de la complexité de chaque tâche. Et en fait, une fois que tu as créé ton produit, ok, tu parlais de la consolidation, c'est un super point. Ok, j'ai plusieurs pièces à plusieurs endroits, ou est-ce que je voudrais pas éclater ça sur plusieurs usines pour pas qu'une seule et même usine ait tout le savoir-faire et qu'elle parte avec. Il y a toutes ces problématiques-là qui rentrent en compte. Tout à l'heure, je parlais du trademark, donc protéger sa marque. Mais sur quel marché? Pourquoi faire? C'est qui protège la marque? C'est le produit? C'est la société? Enfin, toutes ces questions-là où, en fait, les gens qui achètent sur Taobao, souvent les retours que l'on a, c'est en fait, c'est facile de faire le travail. Les gens qui ont cette réflexion-là, généralement, c'est ceux qui ne sont pas allés jusqu'au bout de l'exercice ou qui n'ont pas un vrai business ou qui n'ont pas une vraie équipe achat en interne, quoi. Non, mais c'est ça. Hein. Mais je pense que ça, c'est la faute un peu des formations Amazon, où concrètement, ce qu'on t'apprend, c'est aller sourcer sur Alibaba ou sur des sites comme ça, de prendre contact avec les usines, de leur envoyer plusieurs mails, tu as des templates déjà prédéfinis, et après d'essayer de discuter avec eux, d'essayer de créer un peu un lien de confiance. Et ils se disent pas, tiens, on peut passer par un agent de sourcing ou par un partenaire là-bas. Et donc, je pense que c'est ça aussi, c'est un peu les formations Amazon, parce que nous, on en a beaucoup, des clients qui nous appellent. Ah oui, voilà, je veux créer ma société, j'ai fait une formation Amazon, je veux me lancer sur Amazon.
Et dès que tu commences un petit peu à parler avec eux sur justement, est-ce que vous avez trouvé votre produit, est-ce que vous avez commencé à sourcer les usines, etc. et tout, ils te disent tous la même chose. Hein. C'est ouais, on passe par Alibaba. Mais tu vois que c'est des petits business, quoi. Tu vois que les mecs, ils commencent à peine. Donc c'est pour ça qu'ils comprennent pas la valeur ajoutée. Parce que moi aussi, hein, des fois, on leur dit, waouh, si vous travaillez avec nous, vous allez pouvoir accès à notre réseau. Et donc du coup, à nos partenaires aussi sur place. Et tout de suite, c'est ah oui, mais combien ils prennent, c'est quoi la commission tu vois, ils ont du mal à comprendre vraiment ouais, c'est ça, c'est vraiment la valeur ajoutée de la personne là-bas, quoi. Et ils pensent tous faire ça à distance facilement, alors que bon, c'est quand même compliqué. Et surtout que des fois, tu peux avoir des meilleurs prix avec ton partenaire là-bas parce que lui, il connaît justement les usines, que si tu passes par des sites comme Alibaba qu'il ne connaît pas, tu vas faire des petites commandes et donc du coup, tu vas payer peut-être quasiment le même prix, quoi, ou plus cher. Yeah, absolument. Et puis, je pense qu'il faut aussi faire la distinction. Les gens dont tu parles, généralement, c'est pour faire du dropshipping. C'est-à-dire qu'ils achètent un produit en Chine, un seul produit, à chaque fois qu'ils ont fait une vente. Donc, il y a un achat en Chine qui est réalisé pour être importé de façon unique et vendu à chaque consommateur. Donc, effectivement, là-dessus, aucun acteur qui veut faire tourner une société va intervenir pour dire ok, j'arrive, je vais donner mon expertise, tu vas avoir la meilleure usine pour acheter un produit. Ça n'existe pas. Donc il y a plein d'agents de dropshipping en Chine qui font le travail parce qu'ils ont industrialisé ce concept-là. Mais effectivement, à partir du moment où les gens veulent acheter, comme ce projet-là, collecteur d'eau de pluie, c'est quelque chose donc c'est un produit unique qui va être construit en masse, qui va être produit en masse. Donc là, c'est plus la même logique, effectivement. C'est plutôt la même logique. Et ouais, aller chercher pour revenir sur le point de Taobao, enfin de Alibaba, tous les sites en ligne qui permettent d'acheter ces produits de façon unique. Il y a toujours le prix d'appel d'offres. On voit de 25 centimes à 1 USD. Et forcément, c'est un prix c'est juste pour attirer le chaland, en fait. Ouais, Et ça, il faut bien comprendre que cette housse de téléphone, je peux l'acheter sérieusement entre 10 centimes comme entre peut-être, je sais pas, 1 euro, je sais pas, voire peut-être même plus. En fait, la marge est énorme parce que derrière, on peut tout avoir à tout prix. Donc, est-ce que tu as les bons produits, la bonne qualité? Est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que ça respecte certaines normes? Et tous ces sujets-là, en fait, quand on achète un produit pour le revendre, je sais pas, à Pierre-Paul Jacques, tout le process de vérification, de contrôle, il n'est pas fait. Il est pas fait. Donc, mais ça suffit pour beaucoup de personnes. Et malheureusement, le pouvoir d'achat fait que les gens regardent le prix. Donc, ça dépend des besoins. Ça dépend moi, je peux en parler. Hein. J'ai lancé un business pour vendre des lunettes de soleil. Donc, je voulais créer ma marque de lunettes de soleil. Et du coup, j'ai été à un gros salon à Milan sur les lunettes, etc. Et donc, tu avais énormément de fournisseurs chinois qui venaient exposer pour montrer les nouveaux modèles, etc. Et donc, lors du salon, du coup, on a rencontré je ne sais pas combien de fournisseurs, je sais pas, peut-être 20-30 fournisseurs pour voir un peu la qualité des produits, etc. Et donc, après, on voulait, du coup, on a acheté pour 15 000 € de marchandises. Et on a choisi un fournisseur vraiment en fonction de... Parce qu'on aimait bien la meuf, parce qu'elle parlait un peu mieux anglais que les autres, parce que les produits, on les voyait, c'était un peu de meilleure qualité. Mais bref, on a passé une commande. On n'a pas vraiment fait de checking sur la qualité, sur les normes. Elle nous a montré un peu des papiers comme quoi c'était aux normes. Mais franchement, on a mis 15 000 € sur la table. C'était vraiment à l'aveugle, quoi. Ouais. On a reçu les produits. Donc là aussi, quand tu reçois les produits, c'est arrivé par cargo, c'est arrivé à l'aéroport de Nice. Et nous, je sais pas, dans notre tête, on s'est dit, je sais pas, ça sera livré chez nous, tu vois. Non, pas du tout. Il fallait vraiment aller au cargo, vraiment. Tu as des grosses zones avec des gros camions, et nous, on est arrivé avec notre Seat, avec notre voiture. On a essayé de mettre le carton dans la voiture, ça rentrait pas. On l'a mis attaché sur le toit. Bref, la galère, tu vois. Parce qu'on n'avait pas checké. Tu voyais que c'était ta première commande. Parce qu'on n'avait pas checké que savoir si c'était vraiment livré à la maison ou pas, tu vois. Et bref, ça arrive à la maison, tu déballes les produits, on a commencé un peu à en vendre et tout. Et au bout d'1 mois, on commence à avoir des mauvais retours parce que la qualité des verres était pas bonne. Et donc après, quand on s'est plaint du coup au fournisseur, il nous a expliqué que quand on lui a passé la commande, c'était la mauvaise saison pour lui pour fabriquer les produits, parce que c'était une période où c'était très humide. Et du coup, effectivement, il y avait souvent ces problèmes au niveau du verre. On lui a dit non, mais
Et donc ça, c'est un truc typique, tu vois, où Absolument. je pense qu'un mec qui s'y connaît un minimum, il sait à quelle période il faut commander, ou il va pas vers cette usine parce qu'il sait qu'il y a des problèmes, ou bref. Et du coup, on se retrouvait avec plus de 2000 paires de lunettes de soleil qui étaient invendables parce qu'effectivement, même dans la boîte, tu voyais qu'au bout d'un mois ou deux, ça commençait à se décoller, quoi. Donc ouais, c'est la partie sourcing est hyper importante. Il faut, c'est pour ça qu'il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans et le mot spécialisé, il a tout son sens. C'est vraiment chaque métier est à prendre au sérieux. Et tu peux essayer de faire l'impasse sur certaines parties et des fois ça va passer. Hein. C'est vrai, des fois il y a, avec un peu de chance, il suffit que tu travailles avec une usine qui fait énormément de volume, qui a l'habitude, qui est assez grosse. En fait, les process internes font que de toute façon ça sera bien fait, donc du coup tu as moins de risques, mais peut-être tu aurais cliqué sur celle d'à côté, pas celle-ci, donc il faut faire attention à ça, effectivement. Non, mais ce qui était marrant entre guillemets, parce que maintenant ça fait un moment, donc bon, tu vois, t'en rigoles. Je rigole pas encore, mais presque, quoi. Mais tu vois, quand on s'est dit ouais, on va aller au salon et tout, au moins on est sérieux, on rencontre les fournisseurs et tout, nous, dans notre tête, on avait tout checké, quoi, tu vois. C'était, et je te dis, quand on est arrivé déjà juste à la voiture, à l'aéroport, et qu'on s'est rendu compte que c'était pas livré chez nous, qu'il fallait les mettre dans notre voiture et qu'on savait pas comment le faire, déjà tu dis, déjà c'est pas bon. Quand on a récupéré les produits, qu'on a ouvert, on a vu que c'était même pas les mêmes couleurs qu'on avait commandées. Tu vois, c'était que plein de checks qui montraient qu'on était des amateurs, quoi. Après, l'une des choses que je pense qu'une bonne réflexion que tu as eue, bon, après, ça s'est pas passé comme tu voulais, mais tu as dit quelque chose comme on a travaillé avec elle parce que je l'aimais bien et elle était réactive. Elle parlait un bon anglais. Et en fait, je pense que ce critère-là, c'est déjà, si les gens doivent faire un business comme ça, je pense que c'est le critère le plus important, avant le prix, en fait. Parce que tu veux quelqu'un, en cas de problème, il répond. Et surtout, quand tu lui parles, il comprend ce que tu veux dire. Alors, il n'y a pas point de méchanceté ici, mais il y a un vrai décalage de compréhension entre ce que nous, on dit et ce que l'interlocuteur comprend. Mais même en français, d'un français en français. Donc, imaginez avec un Chinois, quand nous, on parle français, on parle pas chinois, il parle pas français. En plus, on fait confiance à, je sais pas, à WeChat pour traduire ou je sais pas quel. Donc, vraiment, c'est même un miracle qu'on arrive à se comprendre finalement. Donc, ça, c'est avoir quelqu'un qui réagit, qui comprend alors à la fois la langue, mais aussi la façon de penser un petit peu. Alors ça, c'est le Graal. Et franchement, ça, je pense, c'est beaucoup plus important. Au moins, on avance dans la bonne direction. Après, si elle n'est pas bien câblée, si elle n'est pas dans une société qui travaille correctement, ça, c'est un autre sujet. Mais, en plus, ça a été cool parce qu'elle nous a renvoyé des lunettes. Donc, elle nous a renvoyé 1000 paires. Mais la problématique, c'est que nous, on avait commandé nos paires pour les avoir en mars pour faire la saison. On a reçu après parce que nous, on a commencé à se plaindre vers juin, juillet, quand on commence à avoir les premiers retours. Le temps qu'elle réagisse, qu'elle nous dise OK, je vais vous renvoyer. Après, ça a mis 3 mois pour arriver. On a eu notre truc, c'était en décembre. Bon, ça a coulé la boîte, on n'avait plus de trésor, on n'avait plus rien, on a arrêté, quoi. Mais en tout cas, effectivement, le choix du fournisseur est hyper important parce que nous, ça nous a coulé la boîte. Absolument. C'est vrai que souvent, on veut faire des économies au mauvais endroit. Il y a beaucoup de. Moi, je le vois quand j'ai les appels prospects et tout. Les gens veulent faire des économies, mais pas là où il faut. Donc, c'est sûr qu'en avoir un partenaire directement là-bas qui connaît les gens, qui peut checker la qualité, etc., tu payes. Mais bon, au moins, tu sais que ton produit, quand il arrive, tu es quand même sûr, quoi. Et puis t'expliquer comment ça se passe le transport, où tu vas le récupérer. Il va arriver. On peut l'accompagner sur le fait que elle va acheter au bon endroit, au bon prix. Elle va payer ses taxes correctement, ou elle va peut-être même être capable de ne pas payer forcément certaines taxes qu'elle aurait payées par erreur. Elle va avoir ses produits dédouanés. C'est pas le cas de tout le monde. Les gens qui sont dans l'industrie savent faire, mais il y en a plein qui font des erreurs. Moi, j'ai déjà vu des clients importer des marchandises, des conteneurs, plusieurs conteneurs bloqués en douane, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Un conteneur en douane, ça coûte une fortune. C'est la journée. Ça coûte une fortune. Et du coup, après les douanes, ils détruisent ou ils renvoient en fait. Ils renvoient souvent. Et du coup. Voilà, donc effectivement, économiser au bon endroit, c'est peut-être très juste. Ça, quand tu comprends pas les incoterms, que tu sais pas, tu vois, il y a plein de gens, c'est ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, et même pour la compta, au moins il y en a combien sur la compta qui veulent économiser 3 francs 6 sous et qui au bout de 2 ans, ils se rendent compte que en fait, c'est la merde, ça fonctionne pas, etc. Ah, vous payez combien? 50 € par mois. Ah bon,
Bah, ça, c'est vrai que sur la compta, c'est pas le bon plan. Non, mais c'est ça. Payer pas cher, c'est Ouais. pas le bon plan pour la compta. Tu peux toujours payer moins cher tout, les services et tout, c'est sûr, mais c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, si tu veux un service d'un professionnel, bah, ça se rémunère en fait. Il vit de ça, donc tu es obligé de le rémunérer. Et en fait, sur le long terme, tu peux très clairement voilà, exploser tes indicateurs parce que tu as eu les bonnes fondations dès le début en fait. Ouais. Et Jay, la dernière fois, il était mort de rire. Il y a Hormozy dans son bouquin, il dit faut pas jouer sur le prix parce que t'as toujours un connard qui fait moins cher que toi. Ouais. Et la dernière fois, Jay m'envoie une vidéo de TikTok et c'était quoi? C'était Contastar. C'était, ouais. Contastar, il faisait la compta à 12,50 € par mois. Fait, tu veux un bon plan comptable? J'ai une compta à 12,50 € par mois. Et là, tu dis, bon. T'auras toujours un compte pour faire moins cher. Quoi. Parce que le prochain, il fera 7,50 €. Tu vois, je vais faire bientôt, c'est gratuit. Tu vois. Donc bon. Ouais. Bah, il y en a qui l'ont fait hein, pour travailler avec les Amazon, avec les gens comme ça, ils te font des forfaits gratuits pendant. Ouais, X Valera, nombre il de- faisait, ouais. il y en Valera, a il fait faisait les pendant un déclarations an. de TVA pendant un an. Ouais, c'est C'était ça. gratuit. Et après, ils reprennent les dossiers. Ouais. Mais, et on a récupéré plein de dossiers. Parce que Bah, ça, forcément. Enfin, Ouais, Valera, c'était pas le bon plan. Comme ça, t'as toujours deux stratégies. Toi, tu as la stratégie d'acquisition client. Donc, du coup, bah, ton Le but, c'est volume. d'absorber le maximum de nouveaux clients, mais tu délivres pas. Mm. Soit tu as une stratégie où tu veux vraiment délivrer le travail, et donc, Mm. du coup, bah, tu as carrément moins de nouveaux clients, mais du coup, tu arrives à ouais. faire un bon boulot. Quoi. Mm. C'est toujours pareil. Hein. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec quand tu essaies de créer du lien avec tes clients, ils connaissent ta femme, tes enfants, tu connais les siens, tu dois faire du bon boulot. Tu Ouais, dois c'est faire ça. du bon boulot. Donc Exactement. le volume. Bon, après, c'est pas bien ou mal, hein, c'est deux stratégies c'est différentes. Et le deux volume, ça stratégies fonctionne très bien pour d'autres industries. Mais je pense que le volume, ça fonctionne très très bien. Pour tout ce qui est automatisé, digitalisé, où les gens s'occupent, Dropbox, chacun faire son truc de son côté. Tu as besoin de personne pour gérer, ça marche bien. Quoi. Tu Ouais, mets tous les les logiciels ressources en ailleurs. SaaS. Et tous Ouais, les voilà, logiciels en SaaS, ça marche bien. Ouais. Mais là, Valera, c'est marrant parce que tu te plains. Tu vois, tu peux même pas te faire rembourser, c'est gratuit. Tu vois, qu'est-ce que tu veux te plaindre en fait? C'est vrai. Et le problème, c'est que les implications sont compliquées. Quoi. Ah bah ouais, bon, c'est là, clair. c'est un sujet taxe, donc c'est encore plus compliqué parce que tes implications juridiques qui peuvent en découler. Mais bon, c'est vrai que quand quand on parle de produits, tu perds tes lunettes, tu perds tout ça. Bon, tu perds une somme d'argent parce que tu as investi dans un produit, c'est un peu moins grave, on va dire. Ah ouais, non, les taxes, les pénalités. Ouais. Non, c'est Ouais, ça. Tu vois, mais c'est faire des économies au mauvais endroit. Ah, quoi, non, tu c'est vois. clair, ouais. Tu vas essayer de gratter 200 balles, mais au final, tu vas les payer. tu fais beaucoup pas plus contrôle après. fiscal, t'es content. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Tiens, moi je me posais la question. Je sais que donc, ça fait donc 10 ans que t'es expat. Bon, moi ça me fait rêver à chaque fois d'être expat. Avec ma femme, on a toujours voulu partir à l'étranger et tout. Pourquoi t'as choisi Hong Kong par rapport à d'autres? Par exemple, là, on est à Dubaï, tu vois, moi, ça me fait rêver de partir à Dubaï. Donc je sais pas, tu peux partir à Bangkok, à Singapour, à n'importe où, même je sais pas, au Mexique. Pourquoi t'as choisi Hong Kong? Parce que j'ai une femme super. En fait, nous, on a toujours adoré le voyage depuis. Et ta femme, tu l'as rencontrée là-bas ou ici? Non, ma femme, on était au lycée ensemble, donc ok. on est depuis la France ensemble. Mais on a toujours énormément voyagé. On a beaucoup voyagé en Asie depuis qu'on était gamin, en fait. Donc on a toujours Thaïlande, Philippines, un peu partout. Et on n'avait jamais mis un pied à Hong Kong en fait. Et on avait cette envie de travailler à l'étranger. Mais bon, l'étranger, ça veut tout et rien dire. Ça aurait pu être Londres, on envisageait le Luxembourg, Londres, peu importe. Quoi, l'Italie, ouais, absolument. C'est plutôt un pays où on aurait pu parler anglais en fait, parce que mon niveau d'italien laisse à désirer. mais pour le coup, en fait, elle a eu cette opportunité sur Hong Kong, et en fait, on s'est même pas, c'est pas posé de question. On s'est dit go, on y va. Et pour le coup, j'aurais su me placer sur une carte. Hein. Mais en fait, je n'avais jamais entendu parler de Hong Kong pour le business ou jamais c'est venu sur une conversation quoi. Genre, ni avec elle ni avec mes amis, on parle jamais de Hong Kong. Et du coup, on a eu cette opportunité, on y allait. Donc moi, j'ai démissionné en France pour aller là-bas. Et la beauté de Hong Kong, c'est que c'est à l'anglo-saxonne. Tout est facile. En gros, on te laisse ta chance. T'es bon, tu y vas. T'es pas bon, c'est pas grave. Tu sors, tiens, on met quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Mais t'essayes, t'as le droit d'essayer. Et du coup, ça, c'est vraiment un système qui fait que les nouveaux sont les bienvenus, quoi. Surtout que pour moi, c'est le meilleur endroit ou l'un des meilleurs endroits au monde pour faire du business, pour avoir une boîte, pour avoir un network, pour créer des vraies relations business avec les gens. C'est facile, tout est facile. Les gens sont dans cette dynamique. Déjà parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils étaient obligés de faire de l'argent à Hong Kong. C'est à Hong Kong. Ça, d'ailleurs, comment tu as fait au début parce que j'imagine que même il y a 10 ans, c'était déjà très cher.
T'as fait comment pour partir de France, aller là-bas Je Bah, sais pas s'il y a des gars qui nous écoutent qui ont envie de Ouais, faire pareil. carrément. En fait, tu as plusieurs types de profils. Alors, avant, la bonne époque, ça existe de moins en moins, c'est quasiment, c'est très rare maintenant, mais tu avais le vrai statut d'expatrié. C'est-à-dire que c'est une société française, par exemple, qui t'envoie à Hong Kong, dans un pays, quoi, on va parler de Hong Kong, elle t'envoie à Hong Kong et elle paye pour tout. Ton déménagement, elle paye pour l'école de tes enfants. Vraiment, ton salaire est beaucoup plus gros parce que c'est une corvée d'aller à l'étranger. Enfin, c'est comme ça que c'était vu avant. Et du coup, les gens se retrouvaient à avoir des packages énormes au final. Vraiment, ils étaient ultra bien payés, ils avaient des avantages en nature de dingue. Et donc ça, c'est comme ça que ça fonctionnait avant. Et puis de plus en plus, les gens ont eu des contrats locaux, parce que donc, les expats, au bout de certaines années, on leur dit, si tu veux rester, tu passes en contrat locaux. Donc de plus en plus de contrats locaux. Il y a aussi beaucoup de VIE. Ça fonctionne très bien avec Hong Kong. Donc tous ceux qui ont moins de 30 ans, je crois, tu peux postuler pour faire un VIE. Donc à Hong Kong, c'est un peu changé maintenant, mais le gros est quand même autour de la banque. Voilà, tout ce qui est assurance, banque, le luxe. Donc, tu as encore des grosses industries dans ces pôles. Donc là, tu peux faire tes VIE là-bas. Donc ça, c'est des options. Et après, c'est quoi? Tu as des visas comment ça marche le visa? Ouais, exactement. C'est quoi? C'est 1 an, 3 ans? Alors déjà, c'est un bon point pour avoir le droit de travailler ou d'y être. Nous, on est français, donc on peut y aller pendant 3 mois en tant que touriste. Au bout de 3 mois, tu peux sortir. Et voilà. Ouais, tu rentres, tu ressors. Voilà. Après, tu peux Et pas limite trop un jouer peu, avec ça j'imagine, longtemps, ouais. mais voilà quoi. Il te faut un visa. Donc, soit tu es sponsorisé par ta société, donc tu as un sponsorship visa. Donc, ta société va dire j'ai besoin de Kevin parce que voilà, il a ses compétences. Donc là, tu peux venir. Et du coup, tu as le droit de ramener ta femme en tant que dependent visa. Donc, elle est dépendante de toi parce que toi, tu as un travail. Et elle, parce qu'elle a un visa, elle peut rester sur le territoire, travailler si elle souhaite. Enfin voilà. Donc, ce visa est un peu nécessaire. Après, tu as d'autres visas. Hein. Tu as des visas. Moi, je suis arrivé, j'étais pas marié à l'époque. Donc, je suis arrivé en Working Visa Holiday. Donc, c'est le type de visa où tu as le droit de travailler 6 mois pour une boîte, jusqu'à 6 mois pour une boîte. Après, tu dois changer. Et où tu fais soit travail, soit vacances. Soit travail, soit vacances. Et du coup, c'est un peu comme l'Australie, comme ouais, tu avais fait c'est là. pareil. C'est exactement pareil. Donc moi j'ai décidé de travailler toute l'année, tout le temps. Donc j'ai dû changer parce que j'avais pas le droit de travailler plus longtemps pour une boîte. Et puis au bout de donc dans la deuxième société dans laquelle j'ai travaillé, ils voulaient me faire mon visa pour que je travaille pour eux. Et puis je me suis fait débaucher par la boîte par laquelle j'ai continué par la suite. Donc j'ai travaillé pour eux. Donc c'est comme ça que j'ai eu mon visa. Mais voilà. Mais généralement les gens s'installent. J'aide aussi des clients à s'installer à Hong Kong en l'occurrence. Donc toute la partie visa, recherche de bureau, tous ces trucs-là. Donc c'est des questions assez fréquentes. Et c'est les mêmes problématiques qui se posent, c'est-à-dire que où est-ce que tu résides, ou comment est-ce que tu trouves tes logements au début. Puis les gens vraiment, je pense qu'ils n'ont pas du tout conscience du coût que coûte juste le fait de dormir à Hong Kong. Hein. Et puis après, il faut y manger. Après, donc quoi, pour avoir une bonne vie là-bas, c'est quoi? C'est 10 000 € par mois, 15 000 € par mois? C'est quoi? Alors, je pense qu'il faut vraiment aussi dissocier. Si t'as des enfants ou pas, j'imagine. Déjà, oui. Je dirais, avant même les enfants, c'est quel type de vie tu vas avoir. Parce que la vie d'un Parisien qui vient à Hong Kong ou d'un local qui vient à Hong Kong, qui est né à Hong Kong, elle sera totalement différente. Oui, j'imagine. Maintenant, on va se mettre dans nos chaussures. Tu veux pas vivre comme un Chinois, quoi. Voilà, non, mais c'est ça. On va se mettre dans nos chaussures. Alors, sans parler je vais pas aller dans les extrêmes parce qu'il y a des maisons qui sont vraiment inabordables. L'appartement le plus cher du monde est à Hong Kong. Voilà. Mais par contre, donc tu as différents quartiers. L'île de Hong Kong, donc c'est une île. Et autour, tu as les nouveaux territoires. Donc plus tu t'éloignes, forcément, moins c'est cher. C'est comme Paris, le central, c'est cher. Et la périphérie, ça c'est plus abordable. Donc forcément, ça peut coûter très cher. Maintenant, un salaire de base, effectivement, je dirais minimum. Il y en a qui arrivent à vivre avec moi, hein, mais je pense que si tu es tout seul, je pense qu'un foyer doit avoir entre 12 et 15 000 €. D'accord. Donc, foyer, donc t'as une femme, 2 enfants. T'as une femme. Oui, d'accord, si tu veux des enfants, t'en pas. Non, il faut faire un choix au bout d'un moment. Ah oui, donc t'as 12-15 000 juste à 2. Ouais, je pense. D'accord. Mais il faut comprendre. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est à l'anglaise. Hein. Donc, tu n'as littéralement que les impôts à payer. Il n'y a rien d'autre. Ton employeur va cotiser pour toi tous les mois. Donc, tu reçois ton salaire, tu reçois 100. Tu reçois, on va dire. Oui, parce que donc ton brut, c'est ton net en fait, plus ou moins. Ouais, exactement. D'accord, ok. Le montant maximum, à moins que ta société souhaite payer plus pour toi, c'est 150 €.
Donc, dans le meilleur des cas, tu vas cotiser 150 € par mois. C'est la seule chose que j'ai. Tout le reste, c'est pour toi. Donc, ton assurance, tous tes soins du quotidien, ta retraite, tes investissements, tout, quoi, en fait. L'école des gamins, on en a déjà parlé plein de fois, mais effectivement, c'est un poste de Ça, on dépense. sait que... Alors, l'école, on va pas en parler parce qu'on sait que c'est un sujet. C'est un sujet sensible. Ça fait un deuxième trou au cul, ce truc. Donc... C'est extrêmement cher. Et c'est tellement cher que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens quittent Hong Kong. quittent Hong Kong. Parce que Soit ils laissent un enfant, soit ils quittent Hong Kong. Oui, mais vraiment. Donc, ouais, le marché de l'enfant, le marché secondaire pour les gamins n'est pas très valorisé. Donc, du coup, tu es obligé de le garder. Mais ouais, non, ça coûte très, très cher. Mais après, j'ai des amis qui vivent avec moins que ça. Donc, je ne veux pas généraliser. Je pense juste que la tendance, c'est plus ça. En tout cas, l'écosystème dans lequel j'évolue est plutôt comme ça. Et voilà, il va y avoir aussi toute cette partie, est-ce que tu es un entrepreneur ? Ou est-ce que tu es cadre dirigeant chez LVMH? Donc forcément, le gap peut être élevé, même s'il y a des entrepreneurs qui gagnent extrêmement bien leur vie là-bas. Mais bon, il y a aussi une réalité qui fait que tu as beaucoup de petits entrepreneurs aussi, quoi. Mais du coup, vous n'avez pas fait de choix en fait quand vous êtes expatrié, c'était vraiment pour l'opportunité parce que vous avez trouvé du boulot là-bas, mais c'était pas trop, vous n'avez pas pris le temps de vous dire ok, où est-ce qu'on va s'expatrier, quoi. Non, quand tu veux partir, je pense que c'est encore pire maintenant, mais quand tu veux partir, déjà la première problématique c'est où est-ce que j'arrive à trouver un travail. Déjà même en France, est-ce que j'arrive à trouver un travail? Ensuite, où est-ce que j'arrive à avoir un travail? Alors nous, on a toujours été ultra flexible. J'ai toujours eu des envies de plus grosses villes. Donc je viens d'un bled, après j'ai essayé d'aller à Lyon, après j'ai essayé d'aller à Paris, donc j'ai toujours envie d'aller ailleurs. Donc je pense que ça facilite beaucoup la concrétisation de tes envies. Mais je pense que à cette époque-là, c'était difficile d'être exigeant. T'as un travail. S'il y en a un des deux qui arrive à sécuriser un travail, je me rappelle encore quand à un repas de famille, je donne ces informations donc à ma famille, je leur dis bon ben voilà, j'ai arrêté mon CDI, on part. Mais pour moi c'était normal. Enfin, je veux dire, on s'en fiche, quoi. C'est un travail. Et en fait, autour de la table, j'ai eu des réflexions de mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites, quoi? Mais t'as un CDI, non? Mais pourquoi tu quittes un CDI? Et en fait, c'est vrai qu'après, tu le fais ou tu le fais pas, quoi. T'as envie, t'as pas envie. Il y en a qui aimeraient, mais ils passent jamais à l'action. J'ai rencontré des couples comme ça, où elle veut partir, lui pas forcément. Et tu sais, ça crée des problématiques. Nous, on est alignés. On a toujours voulu partir. Partir ensemble, c'est le plus important. Après, on se retrouve à droite ou à gauche. Non, ça c'est vrai. Avec ma femme, c'est pareil. Plusieurs fois, on voulait partir, mais c'était jamais au même moment. Ouais. Une fois c'était moi, après c'était elle, après je voulais plus partir, après on voulait partir. On n'a jamais réussi à vraiment s'aligner. Pour l'instant, on est toujours à Sofia. Du coup, on est resté là, quoi. Un jour, peut-être on partira, on verra. Et après, la qualité de vie là-bas, c'est vraiment cool. Je veux dire, est-ce que tu vis à la hongkongaise, à la chinoise, à l'européenne? Ça se vit, c'est comment la vie là-bas? Je vais pas vous mentir, je vis à la française. mais j'ai du camembert et tout aussi. J'aimerais bien, mais le camembert ça coûte entre 10 et 14 € là-bas, donc on va c'est pas pour nous, le fromage ça coûte très cher. Même si tu as des options, mais je vais pas faire de pub. Mais en gros, la vie est très très bien, très 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 facile. La vie est facile. Déjà, c'est ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les week-ends, je suis en vacances. On a je sais pas, plus de 40 plages. C'est des plages vraiment les gens ont pas cette vision-là de Hong Kong, je pense, mais c'est que des plages de dingue. Il y a. C'est vrai qu'on a vraiment pas cette vision-là. Ouais. Non, on voit vraiment tous ces buildings, c'est très business, pollué, tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas trop la vision côté paradisiaque. Je crois qu'il y a plus de 60% du territoire sont des parcs. Ah oui. Des parcs protégés. Et ça, c'est juste les parcs nationaux protégés. Et tu as encore une partie du territoire où c'est que de la forêt, tu n'as rien. Donc, c'est vraiment le gros, c'est la nature, hein, le gros. Est-ce que ça fait comme. Je sais pas si tu as déjà été en Australie. Et jamais. Ouais, il y a plein de parcs et tout, des plages, tu as des barbecues souvent dans les parcs. J'ai fait la Nouvelle-Zélande, donc je pense que c'est une version plus compressée de l'Australie, mais tu as plein de points qui sont faits pour t'as plein de points qui sont faits pour être à l'extérieur, les barbecues d'extérieur, comme en Australie, donc t'en as énormément. Tu vois, sur les plages, t'as toujours ce côté-là, on sait que tu vas aller à la plage, donc même si c'est perdu, hein, tu vas sans doute avoir une petite douche, tu vas sans doute avoir tu vois, genre un truc pour faire manger, ou c'est toujours bien pensé, quoi. Ils ont fait un travail énorme aussi sur
On fait beaucoup de hike, tu vois, beaucoup de marches dans la nature, des choses comme ça. Et beaucoup de chemins sont bien habilités, en fait. Donc, tout fait à base de pierre. C'est des trucs qui sont entretenus, ils sont habitués à vivre dehors parce que dedans c'est trop petit. De toute façon, tu restes pas chez toi, donc tu sors dehors. Donc, ouais. Et après, donc la vie, est-ce que là-bas, à part le logement, l'éducation et tout, est-ce que là-bas, la vie, c'est cher, genre les restaurants, les supermarchés, Je pense que ça dépend peut-être les de ce que tu manges. services? Ouais, c'est ça. En fait, tu vas avoir. T'as de C'est tout. peut-être l'une des seules villes que j'ai fait où tu as cet écart où tu peux manger du fine dining, là, vraiment, vraiment cher. Vraiment, vraiment cher. Des étoilés, mais comme en France. Mais souvent, les étoilés vont coûter bien plus cher qu'en France. Parce qu'en France, tu peux te faire des étoilés pour relativement pas trop cher. Mais là-bas, ça va très, très, très cher. Et tu peux aussi trouver des trucs, mais vraiment bien pour pas cher du tout. Mais genre, on parle, tu vois, des fois, je mange pour entre 5 à 10 euros, quoi. Tu peux manger des trucs corrects, en fait. Mais genre 5 à 10 euros, c'est quand même un resto ou c'est un fast food? Tu vas avoir, c'est plutôt des street food, des choses comme ça. Ok. Mais tu as cet écart. Après, un truc tout à l'heure, Genre un resto nord, quoi. Parce que nous aussi, en France, tu vois, dans un étoilé, tu peux payer 300 balles ton Ouais. menu. Mais genre un Buffalo Grill là-bas, ça coûte, ça coûte combien, quoi, un grill, Généralement, si tu vas au resto, avec à deux, tu vas t'en sortir pour environ entre 100 à 140 euros. Tu vois, Ok. c'est à prendre en compte. Après, si on Ok. rajoute de l'alcool, tout ça, ça peut monter, Ouais, donc, ça tu peut vois, monter 70 200 euros peut-être, facile, quoi. Ouais, Ok. ouais, Pour facile, un resto facile. classique, Ouais, à ouais. peu près On normal. parlait des bouteilles de vin, qui est un indicateur plutôt bon. Je sais pas si les gens utilisent le McDonald's comme indicateur souvent, Ouais, mais ça va. la bouteille de vin. Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans le retail, dans les magasins, la bouteille de vin, moi je suis Lyon, donc un petit Gros Hermitage, c'est un peu ma référence. Quelque chose que tu vas acheter, je sais pas, en France, dans la grande surface, 14, 15, 16 euros. Je peux sensiblement la retrouver au même prix à Hong Kong. Du vin français ou du vin australien? Français. Ah, du vin français, ouais. On va pas commencer à se mettre à boire du vin. Non, parce que c'est bon. Absolument. Mais non, mais pour dire que même importé, tout ça, bon, il n'y a pas de taxe sur le vin à Hong Kong, même importé avec la livraison, tout ça, en magasin, ça va être sensiblement le même prix. Mais voilà, quand en France, tu vas trouver, on parlait, je sais pas, 25, 30, 40 euros une bouteille de vin dans un magasin. À Hong Kong, c'est plutôt les premiers prix, ça commence plutôt à 60. Enfin, si je fais une vieille conversion, mais 70 à 90 euros pour la première bouteille, quoi. Ok. Ouais, pour les premiers prix. Donc, tu vois, tout est un petit peu plus cher quand même. Et un resto un peu normal, tu vas manger pour 30 euros, je dirais. 30 Ok. euros. Ouais. Et si tu dois faire 20, genre 30 le euros. top 5 des meilleurs trucs à Hong Kong, c'est quoi? Genre pour aller vivre. Bah, déjà, franchement, avant le top 5, faites-vous un voyage. 3-4 jours. Si vous connaissez quelqu'un local sur place, je pense que vous n'allez pas du tout avoir l'expérience ce que vous avez en tête maintenant, en fait. Parce que là, c'est vraiment une ville. Toutes les personnes qui sont venues me voir m'ont dit, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais en tête. Ouais. Et c'est très touristique ou pas? Parce que c'est vrai que touristique, t'as la Thaïlande, c'est très touristique. Mhm. Dubaï, on est à Dubaï, c'est vrai Ouais, que c'est très touristique. Bali. Mhm. Ouais, mais c'est vrai que Hong Kong, est-ce que c'est très touristique? Ouais, alors ça a été très touristique. C'est pas un hub où les gens vont venir visiter la ville. Les gens s'arrêtent souvent, parce que c'est un hub avec l'aéroport. Les gens travaillent, mais ils vont pas vraiment s'arrêter parce qu'ils vont en visiter. Thaïlande. Tu vois. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Chinois qui viennent à Hong Kong. C'est de moins en moins vrai avec le Covid, tout ça. Mais en fait, la tendance était de venir à Hong Kong, acheter des produits vrais, parce que problème de contrefaçon en Chine, tout ça. Du coup, les gens venaient acheter les produits pour bébés, ce genre de choses, produits cosmétiques ou les marques de luxe, tout ça. Donc ça, c'est vrai. Donc quand les Chinois sont partis, ça fait beaucoup de mal à Hong Kong, beaucoup, beaucoup de mal, parce que forcément, l'économie... en fait, nous, quand la Chine ne va pas, Hong Kong ne va pas bien. C'est D'accord. normal. Eux, Quoi. s'ils éternuent, vous êtes malade. Mais clairement, Ouais. c'est clairement ça. Donc là, il y a quand même des touristes. Là, on a clairement ressenti une vague de personnes qui reviennent beaucoup depuis mars 2023. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y a encore de l'attractivité. Et pour revenir sur le top, alors, je ne sais pas si j'en ai 5, mais je pense que pour moi, le critère le plus important, c'est ce côté cosmopolite. Ce côté, en fait, on a des gens mais qui viennent de partout. Mais vraiment, ça va être des gens, beaucoup d'Européens, ça va être les US, ça va être toute la partie Asie-Pacifique, donc vraiment des gens, une diversité de personnes, donc asiatiques évidemment. Ça, c'est le top. C'est trop bien de pouvoir rencontrer autant de personnes. J'aurais jamais eu cette chance-là. Et des personnes qui, moi, des fois,
on a des boulots, je rencontre des gens qui sont serveurs, d'autres c'est des CEO, mais à aucun moment il y a une différence entre les deux personnes. Ça, c'est ce côté. Alors, je dirais pas à tout le monde égal, on est des bisounours, c'est pas ça le sujet, mais quand tu peux approcher quelqu'un et tu peux lui parler. Venez comme vous êtes, comme un McDo. Exactement. Et en fait, bon, après, tu vas pas faire du business avec lui, mais l'idée, c'est que voilà, les gens sont ouverts, sont posés, quoi. Voilà. Donc ça, c'est top. Forcément, le côté la sécurité. Maintenant que j'ai des enfants, le critère est monté en haut de ma liste. Ça, c'est quelque chose. C'est hyper sécuritaire. Franchement, j'ai entendu 2 agressions dans ma vie. Un, c'était la triade, et un autre, c'était un cambriolage. Mais c'est les 2 choses qui me sont arrivées que j'ai entendues en 10 ans. Mais jamais tu peux laisser toutes tes affaires, tu vas au restaurant, mais jamais tu auras un problème. Imagine l'électrochoc à chaque fois que je rentre en France, où les serveurs te disent « Ah, laisse pas ton téléphone sur la… » Non, mais c'est pas moi de faire attention, on sécurise ton restaurant, on fait un truc, tu vois. Et eux, jamais. Les gens sont bienveillants, les gens sont habitués à vivre en société. Dans le métro, mais si tu as une maman ou si tu as une personne âgée, tout le monde va se lever et lui laisser sa place. Enfin, c'est même pas une question, c'est naturel. Donc ça, c'est vraiment important. Mais ça, j'ai l'impression que c'est toute l'Asie. Tu vois, moi j'ai un pote, je suis resté 1 mois à Bangkok. Mon pote, c'est pareil, il laissait toujours sa porte ouverte, c'était jamais fermé, tu pouvais laisser n'importe quoi, jamais personne ne te prenait rien. C'était vraiment très très sécure. J'ai l'impression que c'est vraiment toute l'Asie qui est comme ça. Je sais pas trop. Il y a des pays plus que d'autres. Je pense que le Japon est très 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 haut en haut de la liste. Nous, on est pas mal, mais voilà. Après, il y a forcément, pour moi, la nature, c'est important. Beaucoup de sport, beaucoup d'outdoor. Donc, toujours être dehors, les plages, les montagnes, les voyages. Parce que voilà, tu prends un avion, un train ou un bateau, tu t'es ailleurs, en fait, au sens propre, parce que nous, c'est une île. Donc, tu peux voyager très facilement de partout. Ça, c'est… quand tu aimes le voyage, quand tu veux découvrir les autres, c'est juste le bonheur absolu, quoi. Okay. Puis après, le dernier point, je dirais, c'est… la nourriture, la diversité asiatique, ça c'est ultra cool. T'es là, nous on est français, donc la France, je sais pas comment on s'est débrouillé, mais on n'a pas été colons dans ce pays-là, donc je sais pas l'impact qu'on a eu, mais franchement on a été, il y a beaucoup de Français. On était la plus grosse communauté des Français en Asie, il passe un moment à Hong Kong, et du coup il y a énormément de restaurants français, il y a énormément de culture française de plus en plus, donc ça c'est vraiment cool. Mais du coup, avoir tu vois, la possibilité de manger comme ce que tu as l'habitude de manger depuis que t'es gamin, mais aussi d'aller prendre des dim sum, l'une des meilleures bouffes asiatiques pour moi, ou des vrais sushis japonais, pas les sushis que tu manges en France, des trucs qui sont vraiment locaux. Alors, local, on se comprend, parce que les sushis, c'est pas de Hong Kong, mais non, mais t'as des vrais japonais qui viennent monter absolument, leur resto. Absolument. Ouais, les mecs, ils importent la nourriture japonaise, le saumon, les produits japonais tous les jours, ça arrive dans les restaurants tous les jours, et du coup, si tu manges par des chefs japonais, ça arrive aussi en France, mais bon, c'est sans doute 1% mais peut-être moins, j'en ai aucune idée. Donc voilà, ça c'est vraiment les côtés un peu top. Et aussi un dernier point, je peux pas faire l'impasse sur ça, on parle business après tout, la facilité administrative pour tout. Je suis arrivé, mais c'est insolent à quel point c'est facile. Pour créer une boîte ou quoi? Mais même avant la boîte, je suis arrivé, je n'étais rien, personne, j'avais rien, et je vais à HSBC, ils m'ouvrent un compte bancaire, puis après tu as ta carte d'identité nationale qui te permet de faire absolument tout. C'est magique. Tu veux voir un numéro de téléphone, tout ce que tu veux faire, tu donnes cette carte qui a une petite puce, et du coup elle te permet c'est un sésame pour toute ta vie à Hong Kong. Et puis après tu veux monter ta boîte elle est ouverte en 3 jours, ça coûte rien, le suivi ça coûte rien, c'est facile, c'est compréhensible, tes taxes c'est facile à déclarer, tu payes papier digital, toujours un peu comme dans tous les pays, tu as toujours les 2 options, mais tout est simple, carré. Alors il y a beaucoup moins, c'est un pays moins vieux que la France, donc forcément il y a beaucoup plus de complexité en France, je le comprends, mais c'est vrai que c'est quand même agréable au quotidien d'être pas surchargé par ça, quoi. Ça c'est le top. Et donc tu payes des impôts là-bas?
Oui, oui, oui. Donc en fonction de si tu es chef d'entreprise ou salarié, donc forcément tu as 2 impôts différents. Mais oui, concrètement, les impôts, donc si je schématise, tu vas en avoir pour environ 15%. Donc impôt sur le revenu, quoi. Voilà, impôt sur le revenu, tu vas avoir 1 mois et demi de salaire à peu près, quelque chose comme ça. C'est par palier, hein, donc au début tu payes pas, puis après tu payes un petit peu, puis après ça peut monter jusqu'à 15%. Si tu as des enfants, ils t'enlèvent. C'est un peu comme avec la France, tu vois, tu as des paliers c'est par comme ça. tranche, ouais. Ouais, c'est par tranche, absolument. Et puis, bon, un truc qui est assez. Je sais pas, moi je l'ai découvert là-bas, mais je crois que ça a changé. Je suis un peu déconnecté du système français, donc je sais plus trop comment ça fonctionne avec le prélèvement à la source. Mais là-bas, du coup, tu payes tes impôts et tu payes également une provision sur l'année à venir. D'accord. Mais du coup, si l'année d'après, tu as une baisse de revenus, ou une augmentation de revenus, en fait, ça va complètement impacter. Tous les 2 ans, tu risques d'avoir un montant tout à fait différent, quoi. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Et puis après, tu as l'impôt sur les sociétés. Où là, en fonction du type de société que tu as, ça va changer. Mais en gros, tu payes entre 0,8 et 15-16%, quoi, on va dire, à la louche. Mais, ouais, alors qu'en France, c'est 25, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, après, tu as les tranches taux réduit à 15%. Et après, ouais. Mais oui, c'est quand même pas mal. Surtout là-bas, quand tu fais du trade, donc quand tu trades en dehors de Hong Kong, tu payes 0% d'impôt, c'est ça? Ouais, alors, y a donc, comme dans pas chaque pays, dans certains pays, tu as la règle du offshore. Donc le offshore, c'est une définition par pays. Donc ce que ça veut dire pour Hong Kong, c'est tout ce qui ne passe pas par Hong Kong, tu peux le mettre dans cette catégorie de offshore. Tu choisis, est-ce que ma société, je veux la mettre en offshore, sous le système offshore, ou est-ce que je veux payer mes impôts localement 100%. Si tu choisis le système offshore, effectivement, tu peux décider si tu achètes tes produits en Chine et que tu les envoies en France, ou voilà, rien n'est vendu en France, techniquement, tu pourrais tout passer là-dedans. Donc en gros, tu payes à Hong Kong, tu veux dire? Pardon? À Hong Kong. Si rien passe par Hong Kong et tout va en France, pardon, du coup, tu peux tout passer sur le système offshore. Maintenant, bon, ça c'est une option. Maintenant, au bout d'un moment, ça dépend comment sont les setups des gens, mais en 2024, je comprends pas les gens qui font. Il faut payer des impôts quelque part aujourd'hui. Il faut être pour être carré, parce que ce que les gens occultent. Pour moi, ils l'occultent. Hein. C'est qu'ils partent du principe, Hong Kong m'a dit que j'avais le droit de ne pas payer d'impôts à Hong Kong. Oui, c'est vrai. Mais ça veut dire que tu es censé en payer ailleurs, en fait. Peut-être en Chine, peut-être en France, je sais pas. Et quelqu'un risque de potentiellement venir te chercher à un moment ou à un autre. Donc, c'est peut-être pas forcément le bon move. Juste positionne tes endroits. Ta société, elle est là. Si tu as une boîte là et que tu es légal et que tu es compliant et que tout est dans les clous, paye tes impôts. Tu vois. Et paye tes impôts, tu vas payer un impôt favorable. Surtout qu'en Hong Kong, ils sont quand même ultra flex. Il n'y a pas d'abus de biens sociaux. Il y en a, mais tu peux quand même être bien. Mettre pas mal de choses dessus oui, sur la société. Ouais. Absolument. Encore une fois, faire les choses correctement, mais c'est un environnement favorable. Donc, si tu joues avec les règles, mais tu peux vraiment faire en sorte de... Bon, à part si tu fais des millions, hein, mais tu vas pas payer beaucoup d'impôts et n'importe où ailleurs, t'en aurais payé plus, quasiment. Bon, il y a toujours quelqu'un qui va me parler, oui, mais les BVI, mais oui, mais si, oui, mais ça. Oui, t'as toujours moins cher ailleurs. Ouais. T'as toujours moins cher ailleurs. Si tu veux être compliance, un bon endroit, une bonne clé d'entrée pour la Chine ou juste une simplicité opérationnelle, voilà, pour moi, c'est un no-brainer. Et c'est pas le seul endroit dans le monde, tu as d'autres endroits comme ça, mais pour Hong Kong, c'est une bonne Je stratégie. sais pas si vous avez vu, là, à Dubaï, ils mettent impôt sur les sociétés. Ouais, 9%. 9%. Donc, Ouais, mais là aussi, c'est que si tu fais du business sur Dubaï, si tu fais du business offshore aussi, tu as le droit, une partie d'être encore à 0%. Ouais. Il y a encore des trucs. Ouais, ça dépend du type de société que tu as, effectivement. Ouais. Je pense pour les free zones, alors on parle, c'est encore 0%. Parce que tu as différentes sociétés, tu as encore le offshore, tu as le inland et tu as le. Continue. Tu ne feras pas ça. Ce Jay est malade, il est tombé malade. Donc, du coup. Je m'avance. Et ouais, effectivement, en fonction du type de société, ils avaient commencé par mettre la TVA, puis après, il y a l'impôt sur les. Ça, c'est rigolo parce que c'est vrai qu'au départ, il te dit bon, c'est un pays où tu as zéro taxe, donc pas de TVA, pas d'impôt sur les sociétés, pas d'impôt sur le revenu. Ouais. Bon, ils ont commencé avec la TVA à 5%. Et ça, ils l'ont mis quand il n'y a pas très très longtemps, non? C'est quoi? Ouais. C'est 2019, un truc comme ça? Ouais, 2020, j'aurais dit, ouais, je sais plus quand exactement, mais c'est possible. Ouais. Donc tu as 5% de TVA. Là, maintenant, du coup, ils te mettent impôt sur les sociétés. Moi, j'imagine que c'est parce qu'ils veulent se faire accepter par sans doute. le comité international, j'imagine. Je pense que c'est un mix de plusieurs facteurs. Ce côté un peu... Parce qu'il y a la règle internationale, je ne sais pas si j'ai le droit de parler de règle, mais qui dit quand tu payes en dessous de, je crois que c'est 7,5% d'impôt en dessous, tu es considéré comme un paradis fiscal. Voilà. Donc, du coup, tu veux être un peu au-dessus.
Donc peut-être que sans doute, ça a contribué énormément. Une autre réalité économique fait que je pense que ils ont aussi compris que c'était le service commençait à rapporter pas mal, quoi, tu vois. Bon, la TVA c'est différent, mais il y a beaucoup de services qui est réalisé ici de plus en plus. Et à un moment ou à un autre, Oui, ils veulent leur Dubaï, part du gâteau. ouais, ils vont absolument, absolument. Et puis ils vont avoir besoin aussi de par, bon, ils font énormément d'investissements sur plein de choses, donc ils ont pas mal de plans de backup, mais je pense que c'est un autre pilier de la rémunération qui arrive, clairement. Ouais. Après, bon, tout ce qui est TVA, je pense que ça fait partie aussi simplement de la suite logique d'un développement d'un État, en fait. De toute façon, tous les pays développés, ils ont de la TVA. Ouais. C'est la base. Ouais. Ceux qui arrivent à maîtriser le système de TVA arrivent à se développer. En Afrique, par exemple, ils essaient de le mettre. Comme c'est pas du tout géré, ils n'arrivent pas à se développer. Parce qu'ils n'ont pas cette plus grande source de revenus, en fait. Ouais, clairement. Ouais. Ah, c'est le gros impôt. Hein, c'est la TVA. Ouais, quand t'enlèves Parce que c'est $1. Tu le vois pas. C'est pas très fair pour tout le monde, mais ouais, c'est Ah, bah c'est l'impôt le plus injuste du monde. Tout le monde paye la même chose. la même chose, que tu sois riche ou pas. Ah ouais, non, ça c'est. Absolument. Ouais. Donc sur un salaire à 1 000 €, tu vas quand même payer 20%, et un salaire à 100 000, tu payes que 20%. Moi, franchement, je serais au pouvoir. Moi, je mettrais pour plein de produits 0% de TVA. Tu vois, tous les produits de nécessité, produits pour les enfants, les habits, tout ça. Par contre, tous les produits de luxe, je sais pas, je mettrais 30%, 35%. Alors après, bon, tu vois, tu te dis, plus personne va acheter les produits de luxe en France, du coup, ils vont les acheter autre part. Sur ton sac Louis Vuitton, tu peux l'acheter à Paris, tu peux l'acheter aussi autre part, tu vois. Mais au moins, ça rééquilibre un peu le truc parce que. Mais c'est vrai, quand tu vois ces décalages-là, parce que là, tu soulèves une autre question qui est genre, il y a beaucoup d'incohérences entre les différents pays. Mais même au sein de l'Union européenne, il y a beaucoup d'incohérences. Donc, tu vois, et en fait, même nous, dans notre métier, on est tellement. On permet des optimisations à nos clients 100% légales. Les mecs, ils ont un business en main. Et c'est vrai que par rapport à leurs concurrents locaux, ils ont 3 longueurs d'avance. Mais sur la trésorerie, sur des points de marge. Et tu dis, mais à un moment ou à un autre, ça va se lisser. Ils essayent de plus en plus. Ils ont lissé le B2C. Ils vont essayer de le lisser un peu plus. Mais c'est compliqué pour eux de le faire parce qu'il faut que tous les pays soient d'accord. Il faut que tout le monde. Faut qu'il y ait une suite logique aussi pour l'avenir. Et puis, il faut aussi penser aux pays en dehors de l'Union européenne parce qu'il faut que ça soit cohérent aussi. Donc, non, ça c'est sûr qu'ils veulent harmoniser. Et j'espère qu'un jour ils le feront, même si franchement, s'ils le font, ça va nous faire perdre notre business. Parce que nous, notre business, c'est de rendre simple quelque chose de compliqué. Et si la chose est simple, et ils n'ont pas besoin de nous. Donc, quand ils ont voulu simplifier avec le guichet unique, le guichet unique, ça nous a donné encore plus de travail parce que même pour nous, il y en a une courbe d'apprentissage qui était assez marrante. Donc, non, mais là-dessus, de toute façon, on est tranquille. Hein. Dès qu'un politique veut simplifier les choses, il arrive à la rajoute. Donc on est tranquille là-dessus. Mais est-ce que vous voulez faire sur-côté, sous-côté pour Dubaï ou pas? Parce que là, on arrive à Dubaï. Comment on y est, ça vaut quand même le coup d'en parler, quoi, un peu. Ouais, clairement. Alors moi, c'est la première fois à Dubaï. Et honnêtement, c'est sous-côté, un Dubaï. C'était de ouf. Tu as raconté l'expérience là, quand on arrive en avion Ouais, hier. Incroyable. On a pris le pass VIP, ou je sais pas comment ça s'appelle. C'est Maraba. Ça s'appelle Maraba, ça veut dire bienvenue, je crois, en arabe. Comme ça. Ok, donc tu payes 30 balles par personne. Et t'as un mec qui vient te chercher au pied de l'avion, quoi. Et du coup, il t'emmène pour passer les douanes. Tu fais pas la queue. Tu fais pas la queue devant la douane. Après, il t'emmène jusqu'à ta valise. T'as un mec qui te récupère ta valise, tu lui montres laquelle c'est, puis tu la mets sur un chariot. Après, il t'amène à la sortie. Il te demande si tu prends un taxi ou pas. Si tu prends un taxi, tu prends la file VIP, t'as pas besoin d'attendre. Il te prend le taxi, il te met ta valise dans le taxi, tu rentres dans ton taxi, tu pars. Ouais, efficace. Non, franchement, entre la sortie de l'avion et on est rentré à l'hôtel sous la douche, on a mis 1 heure. Quoi. On a mis 1 heure. Ouais, c'est beau. Ouais. Honnêtement, incroyable, quoi. Ça, c'est quand il le fait. Et le mec, il te donne une carte SIM quand t'arrives. Donc franchement, dès que t'attendais ton bagage, tu mets ta carte SIM dans ton téléphone. T'as même pas encore récupéré ton bagage, t'as déjà Internet, tu peux déjà envoyer des messages, appeler, etc. Franchement, c'est quand même superbe. Et ouais, franchement. Après, t'arrives à l'hôtel, t'as le bagagiste, il te prend ta valise, tu la mets dans la chambre. T'attends pas à la réception, direct il te prend. Ça dure pas une plombe à vérifier ton identité pendant 2 heures. Efficace. Hein. Hyper efficace, quoi. Service de fou. Service de fou. Ouais, c'est vraiment le point que moi, de tous les pays que j'ai fait, c'est l'endroit où le service est le mieux. Mais vraiment, hein, ils ont une. Bon, ça explique par la nature des employés qu'il y a ici aussi, mais ils ont, je pense, la culture,
la typologie des visas, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte, mais le service est incroyable. Ils sont toujours aux petits soins, puis c'est bien fait aussi. C'est Ah, vraiment c'est bien ça. fait. Bah, en fait, surtout, c'est réfléchi. En fait, Tu- c'est ça qui est bien. Tu sais, nous, au début, quand on arrivait en Asie, on mangeait, mon assiette arrivait, et celle de ma femme arrivait quand j'avais fini les miennes quasiment, parce que je l'attends pas pour manger. et du coup, mais ça arrivait, mais c'était débile des fois. Et le nombre de fois où entre amis on dit, est-ce que vous pouvez réchauffer nos assiettes, elles sont froides, non, on a trop attendu. En fait, il y a pas cette, c'est un point de détail, mais ça démontre bien ce côté. En fait, il n'y a pas cette réflexion autour de comment est-ce que tu sers le client, quoi. C'est un problème de riche, je l'entends, hein, mais c'est vrai que quand tu vis ça au quotidien, Dubaï, c'est un service impressionnant. Ils sont très très forts. Puis en plus, tout est neuf, donc ça aide beaucoup. L'aéroport, il est magnifique. Ouais. Puis tout même, est c'est pas facile. austère. Tu arrives à contrôle de sécurité à la douane, quoi. Cette espèce de... tu vois, tout est ouvert. C'est pas un plexiglas devant toi. C'est vrai. Quand on est parti de France, c'était ça. Hein. Les trucs, c'était des espèces de cages, là. On dirait qu'ils sont à l'intérieur. On dirait qu'ils se protègent de... S'il y a une bombe, on dirait qu'au moins les mecs sont protégés, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, alors que là, t'arrives à Dubaï, tout est ouvert. Non, c'est clair. Ouais. Et là, on s'est promené ce matin, là, on était au Burj Khalifa, tout ça. En trottinette, tout est propre, il fait beau, et tout est nickel. Franchement, la rue, elle est nickel. T'as pas un papier, c'est large. Non, c'est vrai que c'est cool. Fait plaisir d'être là. On a bien profité pour une semaine. Ouais. Donc, sous-côté pour l'instant, je pense aussi. Franchement, sous-côté. Ouais, après, je vais quand même pondérer. Alors, moi, j'ai moins l'effet waouh maintenant. Je l'ai eu au début. Ça fait 3 fois 3-4 fois. Ça va faire 5-6 fois que je viens. Ah oui, 5-6 fois, oui. Donc, t'as fait moins l'effet waouh, effectivement. Ouais, j'ai moins l'effet waouh. C'est toujours très cool, je suis toujours très content d'être ici. Je reviens sur la nourriture, on mange extrêmement bien. Il y a des influences de plein d'endroits différents, c'est vraiment la bouffe est dingue. Donc ça, c'est top. Après, je pense que c'est une ville qui, malgré tout, qui reste un peu vide et elle est 100% axée sur comment dépenser son argent. Et c'est peut-être ça qui me chagrine le plus, parce que quand tu vas, je sais pas, dans un pays d'Asie, tu peux juste marcher, balader, visiter les villes. Mais enfin, en France, pareil, de partout, en fait. Tu as ce côté historique qui fait que tu as un truc à visiter. Ici, tu vois, on parlait du souk tout à l'heure, tu vas au souk, tu sais que ça a été reconstitué, enfin créé même en fait. Mais on peut pas leur en vouloir parce que c'est le concept. Mais c'est vrai que dès que tu veux faire quelque chose, ça va faire appel à ton porte-monnaie et ça enlève un peu la beauté du truc. Et c'est un peu artificiel. Ouais, c'est ce côté artificiel et tu le ressens trop, quoi. Mais bon, par contre, ils ont une place de malade. Ils ont un environnement autour. Ils ont des pays de malades autour. Moi, un truc qui me hype à fond en ce moment, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui s'ouvre. Dans ce qu'on fait, ça va être complètement dingue parce que là, ils sont en train de créer des infrastructures portuaires de dingue. Donc, en fait, il y a les produits qui vont passer par ici. Donc, il va y avoir un flux physique de produits qui va être hallucinant. Donc, en plus, ils veulent même mettre des taxes en Europe. Bon, ça, on peut parler, mais le dernier point d'ancrage, tu payes tes taxes au dernier point d'ancrage. Donc, tout le monde va vouloir passer le plus près possible de l'Europe. Donc, l'Arabie Saoudite. Et ils sont en train de mettre des infrastructures. Enfin, on parle de The Line, on parle de plein de trucs comme ça, mais je pense que c'est le sommet de l'iceberg. Gros iceberg. Mais franchement, ça va être dingue. Donc, ouais, cette région est ultra dynamique, c'est bien. Mais je pense que l'Arabie Saoudite a beaucoup appris de Dubaï, de ce qu'a fait Bahreïn, tout ça autour. Et là, ils vont essayer de faire un peu différemment. Et c'est intéressant de voir comment chaque pays essaye de se positionner, tu vois. Mais même tu vois, les grosses sphères entre l'Europe, la Russie, la Chine, les US, tu vois comment ils se positionnent les uns avec les autres ou contre les autres. Mais là, maintenant, dans une petite zone géographique, comment en fait ils essayent chacun de prendre leur spécificité. Donc en fait, on le vit maintenant, tu vois. Donc ça, c'est fascinant. C'est fascinant. Entre le Qatar, t'as raison, Bahreïn. C'est vrai que l'Arabie Saoudite, c'est vraiment le grand chef, entre guillemets, de la région. Et c'est vrai que c'est les seuls qui sont développés très tardivement, qui commencent à peine à le faire. Et c'est vrai qu'ils prennent exemple énormément sur les petites péninsules à côté, quoi. Et mais bon, après, les défis sont vraiment pas les mêmes entre des petits États, entre guillemets, comme Dubaï, le Qatar, etc., qui sont des superficies très petites, et l'Arabie Saoudite, qui ont un territoire énorme, avec une population aussi bien plus grande. Donc les défis seront majeurs chez eux. Ils arrivent très tard dans la course. On va voir comment ils vont réussir à se positionner. Mais c'est vrai qu'ils ont des ambitions incroyables. Ils ont les moyens de leurs ambitions, surtout. Ouais, bien sûr. Dès qu'ils font quelque chose, et puis c'est bien fait. C'est bien fait.
il y a pas mal d'écologistes qui vont pas être trop d'accord là-dessus, mais Attends, on va avoir sur on va certains avoir des axes, mauvais commentaires. il faut pondérer ce qu'on dit, mais ouais, effectivement, c'est même ici, enfin tout ce qui est fait, la moindre chose qui est faite, le musée du futur, là, c'est des choses, l'exposition universelle qui était faite ici, il y a trop d'exemples, tout ce qui est fait, et il pousse le délire très très loin. Et en fait, nous qui on est ultra geek, ultra dans l'innovation, donc en fait ça attire, forcément ça attire, parce que Ça aussi, fait rêver. ouais, Ça fait clairement, rêver, c'est sûr. clairement, Ouais. Bah, de toute façon, on en parlait hier quand on est arrivé, où on se disait, tu vois, les États-Unis, ça fait quand même bien moins rêver. Mm. Où, tu vois, je te disais qu'en fait, parce que les États-Unis, c'est vraiment le 20e siècle. Mm. Ça faisait rêver quand tu arrivais à New York, etc. Avant, Mm. les grands buildings et tout, mais au 20e siècle. Et aujourd'hui, toute cette partie-là d'Asie, au Moyen-Orient, bah, c'est le 21e siècle, quoi. Ouais, clairement. Et on le voit, quoi. Mm. Et c'est ça aujourd'hui qui nous attire. Et en c'est ça, le 2024, il faut monde être ici, hein. Ouais, c'est ça. Franchement, franchement, cette région du monde qui est ultra dynamique. Et tu te rends compte que on dépend toujours des US et on dépend toujours de l'Europe, parce que si eux vont pas, bah du coup ça va pas de notre côté. Mais clairement les cartes du jeu sont en train d'être réparties différemment. Ouais, je suis d'accord. Et moi qui ai toujours voulu aller aux US, et en fait plus je vieillissais, plus j'avais trop d'excuses pour plus y aller en fait. L'insécurité, il y a toujours un truc en plus. Et puis j'ai fait pas mal de business trips là-bas pour travailler avec eux aussi. Je pense que la mentalité, moi, tu sais, si tu m'envoies un email, il faut qu'il soit répondu fin de matinée, sinon ça passe pas, quoi. Et tout cet aspect qui vient de l'Asie, en fait, c'est aux antipodes de la façon de travailler les Américains. Donc ça aussi, je pense que l'ancienne façon de travailler avec les anciens outils, les anciens technos, bon après ils sont à la pointe sur plein d'autres trucs, hein, faut pas déconner, mais ouais, je pense que il va y avoir une guerre entre les deux, ça va être cool. Comme ils rapatrient aussi l'industrialisation chez eux aussi, ça c'est intéressant aux US. Donc on va voir comment en fait ça va être un mix de plein de choses, parce qu'il y a moins de produits qui vont venir d'Asie, mais en volume, pas sûr, on verra quoi. Mais les produits à forte valeur ajoutée, les chipsets, tout ça là, ça va être assez dingue. Je suis très content de vivre cette période maintenant. En tout cas, je pense que ça va être. On a des trucs à faire maintenant, et on a au moins on est témoin de ce qui se passe maintenant. Ça c'est cool, quoi. Et après, tu as fait d'autres pays, donc du coup, tu as déjà fait Qatar, Bahreïn, alors j'ai fait non, j'ai jamais visité ces pays dans la région ici. Je pense que je vais aller en Arabie Saoudite, c'est sûr, mais dans la région, j'ai jamais fait de pays comme ça. Moi, je pense qu'on va y aller en Arabie Saoudite. Ouais. On voulait faire Jeddah là en mars, mais parce qu'il y a un tournoi de golf. Ok. On va aller voir le livre là-bas. On voulait voir le livre là-bas. Et parce que l'année dernière, c'était en octobre, donc on a loupé, et on pensait que c'était allait être encore en octobre cette année, mais non, c'était en mars, et c'était trop tôt avec Dubaï et tout, donc on l'a pas fait. Mais ouais, il faut qu'on aille à Jeddah. Ouais, on va le faire, ouais. Non, ça a l'air sympa aussi. Hein. C'est vrai que c'est un pays qu'on n'y pense pas, mais c'est vrai que je pense que ça va être marrant de le voir aujourd'hui. Et de le comparer après d'ici 30 ans. J'ai pas mal d'amis qui sont allés là très récemment, parce que avec toutes les annonces, là il y a l'engouement s'est passé depuis ces dernières, un peu comme ChatGPT. C'est vraiment ces dernières années, bon ça a commencé avant, mais vraiment ça se démocratise maintenant, on va dire. Et tous me disent c'est la Chine il y a 20-30 ans. C'est-à-dire que tu vas là-bas, t'as pas de rendez-vous, tu rencontres quelqu'un, tu vas avoir un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous, un quatrième rendez-vous. Et en fait, c'est vraiment les gens sont des entrepreneurs avec de la thune. Tu vois, ils ont des envies, et ils ont des idées, ils sont ultra smart. Franchement, ils sont vraiment ils ont fait tous des grandes écoles et tout, c'est vraiment impressionnant. Donc et toi tu arrives avec tes solutions opérationnelles, je pense qu'il y a un vrai truc à faire. Là, j'ai fait j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube sur Bahreïn, pour savoir comment monter un business là-bas et tout, parce que c'est un petit pays aussi. Et donc c'est vrai, ils ont énormément d'argent, et ils ont envie vraiment d'attirer des investisseurs. Et donc ils font des offres de fou. D'ailleurs, ils peuvent te financer 50% de ton business plan. Donc tu montes un business plan pour voir quel projet tu veux faire là-bas, et ils te financent 50%. Si tu mets 50 000 euros, ils te mettent 50 000 euros. Okay. Si tu embauches des locaux, ils te payent 90% du salaire la première année, 50% la deuxième année, 30% la troisième année. Wow. Incroyable. Ils peuvent te payer des bureaux. Ouais. T'as aussi, j'ai vu, pour regarder pour acheter un logement, donc faire un emprunt bancaire, ça peut être évident, mais par contre ils te font des plans de paiement sur 10 ans, et tu peux le mettre aussi en location, et si c'est pas loué, eux ils peuvent te le louent pour toi, tu vois. Wow. Ils font plein de trucs pour vraiment attirer des investisseurs, et je trouve ça énorme. En fait, ils ont tellement d'argent, ils ont qu'une envie, c'est que tu viennes pour faire du business avec eux, et ils ont des trucs, quoi. Donc bon, je suis toujours associé Antipolis, mais peut-être un jour je partirai. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que tu dis, tu as envie de voir l'évolution, mais en fait, tu as envie peut-être aussi de participer. En fait. Absolument. Mais c'est bien ces pays qui ont cette
j'allais dire volonté, mais c'est plutôt ce besoin en fait de diversification. En fait, ils ont besoin d'aller chercher autre chose que pour certains pays le gaz ou le pétrole. Ça. Ah, bien sûr. Donc en fait, ils ont besoin. Et puis tu dis, bah, en fait, voilà, ils essayent plein de trucs. Il y en a qui fonctionnent, les services, la culture, le tourisme. Et en fait, ça fonctionne pas. Mais au moins, ouais, ils ont plein d'argent à essayer. Quoi. Donc, c'est Bah, de toute façon, là, l'Arabie Saoudite, c'est vraiment une question de survie. Hein. On le sait, ils n'ont vraiment pas le choix. On sait que le pétrole, ça va finir au bout d'un moment. On sait qu'il y a surtout maintenant beaucoup de producteurs de pétrole, de pays producteurs, dont les Américains qui sont devenus numéro 1. Donc ils n'ont pas le choix d'essayer de se diversifier. Quoi. Et surtout, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en Arabie Saoudite, ils sont obligés de tout reconstruire, entre guillemets, parce que tu vois, il y a encore plein d'endroits où ils n'ont pas encore d'évacuation d'eau ou d'égout. Tu vois, il y a plein de petites choses comme ça que chez nous, en fait, tu vois, c'est assez commun. Mais chez eux, en fait, ils n'ont rien construit pendant 50 ans parce que voilà, la famille royale n'a jamais vraiment c'est pas la culture, pris le temps vraiment de construire tout ça. Et donc, du coup, maintenant, ils sont obligés de reconstruire des villes vraiment avec toutes les infrastructures nécessaires pour pouvoir justement permettre à une population de se développer à cet endroit-là. Et donc, donc là, les mecs, ils mettent énormément d'argent dedans parce qu'ils savent très bien que s'ils font pas ça, de toute façon, ils sont morts, quoi. Ils sont morts. Donc ça va être intéressant de pouvoir suivre l'évolution, hein, franchement, ça va être fou. Hein. Et surtout, c'est que là, on commence vraiment à voir les projets sortir. C'est vrai que l'Arabie Saoudite, pendant des années et des années, on voyait des vidéos, des idées qu'ils voulaient. C'est toujours des productions hollywoodiennes de malades, mais on ne voyait pas vraiment comment on pouvait le concrétiser. Et aujourd'hui, on voit que ça commence, même The Line, on voit que les travaux, ils ont commencé. Je ne sais pas trop comment ça va finir, mais bon, au moins, c'est parti, quoi. Donc ça va être marrant de voir ça, quoi. Bon, quelle heure il est ? 15h30. Ça veut dire qu'on tourne depuis 1h20. On se fait une petite conclusion. Qu'est-ce que tu as pensé de ton premier podcast alors, avec The Board ? Très bien. C'est le nom de la direction. On a appelé ça comme ça, c'est lui qui a trouvé le nom. The Board ou le Board, peut-être on peut le mettre au français. Tu vois. Ouais. C'est pas trop français ça, non ? C'est pas très français, mais. Ouais, mais ça passe bien. On fera un sondage. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous préférez, The Board ou le Board. Non, très cool, très cool. C'est bien de parler sur des sujets un peu de toute façon détendus comme ça. Ouais. Surtout que c'est des sujets qui nous intéressent nous. Après peut-être qu'il y a l'audience qui va commencer à réagir sur tel sujet intéressant, plutôt celui-là. Donc ça donne aussi des idées pour approfondir certains points en particulier. Mais non, c'est toujours cool d'échanger sur des trucs, différents points de vue, différents vécus aussi. C'est tout ça l'intérêt en fait. Ouais, non, c'est clair, ouais. Et ça, c'est vrai, hein, mettez des commentaires ou quoi, ça nous fait plaisir. On a eu pas mal de commentaires là sur l'épisode 2. Enfin, le premier commentaire et tout. Franchement, on est content. Ouais, ça nous aide à comprendre ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Il y en a qui disent voilà, ça c'était cool, ça c'était un peu long ou quoi. Et ça nous aide à un peu construire un peu notre épisode parce que on est au tout début de l'aventure, donc c'est cool d'avoir des retours. Et en plus, enfin, on a des bonnes caméras. Bon, on vous promet pas d'avoir ce studio-là à chaque fois. Hein. Non, c'est clair que la Sofia, c'est pas comme ça, peut-être un jour. Il y a Charlie qui a manqué quand même, on lui fait la bise hein, quand même, il nous a manqué, mais c'est vrai qu'on est en période fiscale, du coup, il a pas pu venir à Dubaï avec nous, mais peut-être un jour il viendra. Et voilà, on va retourner un autre podcast jeudi, comme ça on aura 2 épisodes dans un beau studio. Il faut voir si on ne fait pas encore un 3e, tu vois. Ouais, peut-être on va voir, si on a le temps. Parce que c'est quand même cool, hein, c'est vrai que l'exercice, moi j'aime bien quand même. Ouais, surtout quand on s'occupe pas de la technique, c'est quand même pratique. Hein, c'est sûr. La technique, c'est quand même tout est prêt, stress. t'as juste à mettre les pieds sous la table, c'est très confortable. Et tu sais que ça sera bien. Alors que quand tu passes 1 heure sur la technique et qu'en plus t'es en stress parce que tu sais qu'une fois sur 2 ça marche moins bien. Surtout quand c'est pas toi qui fais le montage, c'est encore mieux. C'est ça. Donc non, et on sera dans un autre studio parce que donc là on est au Dubaï Studio Podcast. Et donc là après on va aller à Podcaster, ça s'appelle. Donc là on est à Business Bay et à Podcaster c'est vers La Palme. Et comme ça on va pouvoir tester les deux, on va pouvoir aussi le matos et tout. Donc ça va être cool aussi même pour notre projet de podcast. Donc ça va être cool. Donc voilà. Jake, si tu veux conclure sur quelque chose? Non, mais c'était cool de pouvoir t'avoir merci dans le podcast. C'était cool d'avoir un peu ton expérience sur le côté expat et tout, ça c'est pas mal. Ouais, grave. Tu vois, ça t'a donné envie de partir. Ouais, depuis que j'ai 20 ans, j'ai envie de. Alors je suis parti aux États-Unis pendant 1 an après mes études et après je suis revenu. Jay aussi, il a beaucoup voyagé, du coup ça m'a toujours beaucoup donné envie. Et un jour je le ferai. Après c'est vrai que c'est pas facile de partir de la France parce que t'as les copains, t'as la famille, tu vois, j'ai encore mes grands-mères. La famille c'est le plus dur. Ouais, franchement, c'est vraiment le plus dur. Ouais.
Quand tu vois les cheveux de ton père qui vieillissent sur FaceTime, je t'annonce que ça pique un peu. Mais bon, après, t'as rien sans rien. Oui. C'est un choix. Donc, Ouais. Et surtout, peut-être le faire avant d'avoir des enfants. Quand tu as des enfants, après, je pense que c'est encore plus dur de partir. Pour s'organiser, c'est encore plus compliqué, peut-être. Ouais. Et là, on a embauché une assistante de direction, elle s'appelle Charlotte. Elle a vécu 4 ans à Dubaï. Donc, elle s'est expatriée avec sa famille. Elle avait à l'époque deux filles. Et ça serait intéressant aussi de l'inviter pour voir un peu l'expérience encore expat et tout. Ouais. Moi, ça j'aime bien. Ouais. Son point de vue aussi sur la réimpatriation. Ça, c'est un sujet qui touche quasiment tout le monde que je connais, parce qu'à un moment ou l'autre, tu vas vouloir rentrer en France. Plus ou moins tard, mais c'est vrai qu'au niveau administratif, c'est une difficulté plus ou moins facile si tu as vraiment décroché. Enfin, nous, on a 100% décroché, mais il y en a, ils ont toujours gardé un pied en France, donc c'est plus ou moins facile. Et aussi, est-ce que, genre, comment est-ce que tu te réhabitues aux mœurs, à tout en fait. Moi, au bout de 4 ans, je pense que tu n'es pas trop dépaysé, mais surtout à Dubaï, c'est assez facile de rentrer en France quasiment pour un week-end en fait. Donc voilà. Mais ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un bon sujet, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Moi, j'ai mon pote Arnaud, et il vit au Cambodge. Et pareil, il était expat pendant. Ça fait plus de 10 ans aussi qu'il est expat. Et à un moment donné, il voulait rentrer en France. Donc, il était rentré en France pendant les vacances. Mais bon, au bout de 3 semaines, il s'est dit putain, je me fais chier quoi, en France. Quoi, tu vois. Donc, il est reparti direct. Quoi. Et pourtant, dans sa tête, tu vois, il avait quand même envie de rentrer en France. Tu vois. Chaque vacances, c'est un dilemme à chaque fois, parce que tu as envie de profiter de la famille, mais. T'as pas envie de leur mettre la pression, mais nous on est des hyperactifs, donc il faut qu'on fasse un truc tout le temps. Attends, on a toujours peur de manquer de tout, donc enfin c'est après c'est aussi soit un travail sur soi à faire pour dire bon en fait on revient, peut-être c'est ça la réalité, peut-être notre réalité est différente de ce qu'ils vivent, je sais pas où est le vrai ou est le faux, mais bon, au bout d'un moment il faut juste se dire que ça sera différent, tu l'acceptes ou pas, c'est pour ça que je suis pas prêt d'entrer en France. Non, mais après la France c'est super cool quand même. Moi j'adore ma vie en France, t'as les copains, t'as la famille, encore une fois, bon, nous dans un petit village, il n'y a pas de problème d'insécurité, tu vois, mais bon, c'est sûr que ça fait moins rêver, où il y a moins d'opportunités, quoi. C'est moins excitant, quoi. Tu vois, j'étais avec mon pote Arnaud, on a été se promener à La Rochelle. Bon, on se baladait dans les rues, tu vois, on s'est dit bon bah, il me regarde, il fait c'est sympa La Rochelle. Voilà. Mais bon, c'est pas possible, quoi, tu vois. Je peux pas rester là non plus, quoi, tu vois. Donc ça, c'est que même où tu vois, on arrive à Dubaï, tu vois les buildings, tu vois les trucs, tout de suite, ça te met dans une ambiance quand même autre. Après, j'ai vu un YouTuber, il disait, donc, un Français, il est parti à Dubaï. Il disait qu'on est arrivé à Dubaï, alors la première semaine, pour lui, c'était genre 10 sur 10. Et chaque semaine, ça perdait un point, tu vois. Je comprends. Au bout de 2 semaines, au bout de 2 mois, il est reparti. Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, après, tu vois aussi un peu des défauts et tout. Et des fois, bon, voilà. Ça... Et donc, il disait, chaque semaine, il perdait un point. Et à la fin, il est arrivé à 2 mois. Et il se dit, c'est bon, je rentre. Ouais, c'est ça. Et quand tu vois que les côtés négatifs du pays, c'est un peu compliqué. Hein. Mais nous, au bout de certaines années à Hong Kong, on avait aussi cette problématique, surtout avec le Covid. Ça a été vraiment dur. On était loin de la famille. J'ai eu une gamine, elle n'a jamais vu ses grands-parents au bout de 2 ans. Donc, il y a eu des sujets un peu compliqués. Et puis, il suffit juste de rentrer un peu. On se rend compte que en France, c'est assez compliqué en ce moment aussi. Donc là, on s'est rendu compte de la chance que l'on avait d'être à Hong Kong, dans une ville qu'on aime, avec une famille qu'on s'est créée autour, avec tu vois, genre, des boulots qu'on adore. Enfin, tu vois, genre, c'est quelque chose où il faut être conscient de la chance qu'on a aussi. Donc voilà. Mais bon, je pense que la France reste le plus beau pays du monde, de toute façon. Les paysages, la bouffe, franchement, c'est... le fromage, c'est sûr que... Mon camembert à 14 €. Du fromage, du pain, et voilà, t'es content. Bon, ça y est, au mot de la fin. Merci en tout cas d'avoir participé, d'avoir pris du temps c'était un plaisir. sur ton voyage, c'est cool. Merci beaucoup. Et on se dit à très bientôt. Allez, bientôt. Ciao. Salut. Bye.